Chapitre main. Une ombre à la fenêtre. C'était par une froide soirée de janvier, le vent soufflant en rafale sur Baker Street et claquant contre les vitres de notre modeste salon, lorsque Sherlock Holmes s'éveilla soudain d'une contemplation languissante de son violon et attira mon attention vers le feu. Depuis 1 heure, il était resté immobile dans son fauteuil, le menton enfoncé dans sa poitrine. L'archet pendait entre ses doigts. J'étais convaincu qu'il sommeillait, et je m'étais consacré avec plaisir à un article dans The Lancet, quand il m'a surpris avec son ordre brusque. « Watson, dit-il, observe la flamme. » J'ai levé les yeux, un peu confus. « La flamme, Holmes ?» ?»« Exactement. Remarquez comme il vacille. Une porte s'est ouverte en bas. On peut s'attendre à un visiteur d'ici 1 minute. » Les dons d'observation surnaturelle de Holmes ne cessaient de m'étonner, même si je me croyais désormais habitué à eux. Je posai mon journal et écoutais. Effectivement, tandis qu'il parlait, on entendit un bruit de bottes sur l'escalier, et on frappa timidement, incertainement, à la porte de notre salon. « Entrez !» cria Holmes. La porte s'ouvrit sur une jeune femme dont l'apparence m'attira immédiatement la sympathie. Elle était vêtue d'un lourd manteau de voyage, trempé par la pluie, et un voile si épais recouvrait sa tête que ses traits restaient obscurcis. Pourtant, le tremblement de sa main lorsqu'elle referma la porte, et le pas hésitant avec lequel elle avançait, trahissaient une agitation nerveuse extrême. Holmes s'était levé courtoisement. « Veuillez vous asseoir, madame. Vous avez froid et vous êtes fatiguée. Watson, rapprochez le feu, s'il vous plaît. Et peut-être un verre de cognac. » J'obtempérai aussitôt, lui arrosant du cordial tandis que Holmes la fixait de ce regard perçant qui semblait déchirer l'âme d'un homme, ou en l'occurrence, d'une femme. Enfin, elle releva son voile, et je contemplai un visage d'une beauté saisissante, quoique fragile. La pâleur de sa peau était accentuée par la noirceur de ses yeux, brillants de larmes contenues. « Vous êtes monsieur Sherlock Holmes ?» demanda-t-elle d'une voix oscillant entre espoir et désespoir. « Je suis lui. Et voici mon ami et collègue, le docteur Watson. Reprenez votre calme, madame, et confiez-nous la nature de votre détresse. » Elle joignit ses mains gantées. « Cela peut paraître fantaisiste, monsieur, voire même puéril. Pourtant, je suis hanté par une terreur à laquelle je ne trouve aucune explication rationnelle. Je vous prie de ne pas me congédier. » Holmes inclina gravement la tête. « Vous ne trouverez en moi, madame, ni ridicule ni impatience. Je vous en prie, dites-moi tout. »« Je m'appelle mademoiselle Eleanor Blake, » dit-elle après une pause, « et je me marierai dans 3 semaines. Pourtant, depuis 2 semaines, je vis dans une terreur constante. Tout a commencé par des broutilles, des pas dans l'escalier alors qu'il n'y en aurait pas dû. Une silhouette aperçue au crépuscule se fondant dans la brume. Mais il y a 2 nuits, alors que j'étais assise seule dans ma chambre, j'ai perçu... » Elle s'interrompit, frissonnante. La voix d'Holmes était basse mais insistante. « Vous avez perçu quoi ?» Ses lèvres formèrent les mots avec difficulté. « Un visage, monsieur Holmes, à la fenêtre, pâle comme la mort, collé contre la vitre. Un visage de femme, enveloppé d'un voile noir. » L'effet de cette annonce fut accentué par le brusque claquement de la fenêtre sous le vent. J'avoue qu'un frisson me parcourut, même si le visage de Holmes ne trahissait qu'une lueur d'intérêt. « Et qu'as-tu fait ?» j'ai crié. Ma servante s'est précipitée à l'intérieur, mais lorsque nous avons regardé ensemble, le visage avait disparu. Depuis, j'ose à peine dormir. À 2 reprises, j'ai aperçu ce visage effrayant, toujours à la fenêtre, toujours à l'affût. Mon fiancé m'assure que ce n'est qu'un rêve, et pourtant je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas un rêve. Holmes joignit les doigts. « Votre maison, où est-elle située ?»« À Kensington, en bordure de Holland Park. »« Et tu vis là-bas avec ton père ?» Elle baissa la tête. « Mon père est mort depuis 5 ans. J'habite chez ma tante, Madame Weatherby. Mon fiancé, Monsieur Harold Carstairs, me rend souvent visite.
Il insiste beaucoup pour que je mette ses fantaisies de côté, car les bandes sont déjà publiées. Tout à fait. Pourtant, vous cherchez de l'aide. Oui, monsieur Holmes, car hier soir, elle hésita une fois de plus, et sa voix se réduisit à un murmure. Hier soir, un mot a été glissé sous la porte de ma chambre. Il ne portait aucune signature, seulement ces mots. Tu ne seras jamais son épouse. Holmes se pencha en avant. Puis-je voir ce mot? Les mains tremblantes, elle sortit de son réticule un morceau de papier, très froissé, que Holmes examina minutieusement à la lumière de la lampe. Son regard perçant parcourut chaque fibre. Ses narines se dilatèrent comme s'il respirait un léger parfum. « Curieux, murmura-t-il. Très curieux, en effet. Je n'ai pas pu me retenir. Sûrement Holmes se la pointe vers un prétendant et conduit. Un cas de jalousie? Peut-être, dit-il distraitement en pliant soigneusement le billet. Et pourtant, certains éléments ici ne se laissent même pas si facilement aller à la jalousie. Vous resterez à Londres, mademoiselle Blake? Elle inclina la tête. Chez ma tante, oui. Alors soyez assurés que nous examinerons cette affaire avec la plus grande diligence. Pour l'instant, rentrez chez vous et ne laissez aucun mot de votre visite à Baker Street s'échapper de vos lèvres, pas même à M. Carstairs. Watson et moi nous occuperons du reste. Elle se leva, et malgré la gratitude qui brillait dans ses yeux, la terreur ne les avait pas quittés. Avec une bénédiction murmurée, elle partit, laissant derrière elle un léger parfum de violette et un silence chargé de mystère. Pendant un instant, nous l'écoutions s'éloigner. Puis Holmes se releva d'un bond, plein d'énergie, et jeta son violon. « Watson !» s'écria-t-il, « le jeu recommence. Une femme voilée à la fenêtre, une épouse fantôme et une menace proférée dans la nuit. Il ne faut pas perdre un instant. Il y a des rouages dans les rouages, mon cher, et je parierai ma réputation qu'avant la fin de cette affaire, nous aurons exploré le cœur même de l'obsession humaine. » Il arracha son manteau et son chapeau de leur patère, les yeux illuminés par cette flamme d'excitation intellectuelle que je connaissais si bien. Je le suivis, encore perplexe, dans la nuit ravagée par la tempête, sans me douter du chemin sombre et périlleux qui nous attendait. La mariée sous le voile noir. Chapitre 2. La maison de Holland Park. L'orage s'était calmé à l'aube, laissant Londres propre et scintillant sous un pâle soleil d'hiver. Une croûte de givre friable recouvrait les toits, comme un glaçage sur une pâtisserie, et l'air était si âcre que notre souffle flottait devant nous, telle une vapeur fantomatique, tandis que nous prenions un fiacre de Baker Street à Kensington. Holmes, enveloppé dans son ulster usé mais utilisable, déclina mes plaisanteries avec ses réponses monosyllabiques qui trahissaient un esprit absorbé par les calculs. Il berçait le mot menaçant de Miss Blake sur son genou, l'index de sa main droite tapotant parfois le coin comme pour marquer un rythme silencieux. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant sur ce morceau ?» ai-je finalement osé demander. « Plusieurs choses, » dit-il sans lever les yeux, et une omission plus éloquente que sa présence ne l'aurait été. J'ai souri. « Tu ne peux pas résister à tes petites énigmes, Holmes. Ce n'est pas moi qui suis énigmatique, mon cher ami, mais le monde. Notre devoir est simplement de l'écouter avec suffisamment d'attention. » Après avoir énoncé ce paradoxe, il se tut jusqu'à ce que le taxi débouche dans une rue plus calme, en bordure de Holland Park, où les maisons, sobres et respectables, se dressaient un peu en retrait de la route, chacune dotée d'un petit jardin clôturé et d'une rangée de platanes nus qui montaient à la garde. Le numéro 17 était une maison haute et étroite, de belle apparence. Son heurtoir en laiton brillait, et la marche avait été fraîchement blanchie. Une fine pellicule de givre recouvrait encore la grille en fer. En descendant, Holmes jeta un rapide coup d'œil sur le trottoir, puis s'agenouilla, à la stupéfaction d'un laitier de passage, et examina la barre la plus basse de la grille avec sa loupe. Il se releva sans faire de commentaire. Une servante, le regard inquiet et les mains rougies, répondit à notre sonnerie. Elle nous reconnut aussitôt.
Mademoiselle Blake avait visiblement laissé des instructions et nous conduisit à travers un hall lumineux et soigné jusqu'à un petit salon dont la baie vitrée donnait sur une bande de jardin où des arbustes se dressaient raidis par la glace. Un léger parfum de violette flottait dans l'air. Mademoiselle Eleanor Blake se tenait près de l'âtre, un livre fermé au doigt. Sa tante, une dame aux lèvres fines et à l'allure imposante, vêtue de bombazine, occupait une chaise droite et nous observait avec la vigilance hostile d'une duègne. « Ma tante, Madame Weatherby », dit mademoiselle Blake, s'avançant avec une expression mêlée de soulagement et de gêne. Elle a eu la gentillesse d'insister sur le fait que j'étais exaspéré. « C'est exact », déclara sèchement la dame, comme si la question avait été soumise à un jury. Ma nièce a toujours été fantaisiste. Si elle avait plus d'occupation et moins de poésie, on n'entendrait plus parler de visages aux fenêtres. Holmes s'inclina avec une politesse sereine. « Dans de tels cas, répondit-il, je trouve que céder à l'anxiété d'un patient est souvent le plus court chemin vers sa guérison. Me permettez-vous d'examiner la fenêtre ?» Madame Weatherby, ainsi adroitement désarmée par le mot « guérir », inclina la tête comme pour un médecin. Mademoiselle Blake nous conduisit à la baie vitrée. Ses carreaux, en vieux verre légèrement ondulés, laissaient entrevoir la lumière en douces ondulations. Holmes s'adressa aussitôt au loquet, à l'appui et à la corniche extérieure, qu'il observa en relevant le châssis inférieur et en se penchant, ce qui me fit éprouver une profonde inquiétude. Le jardin descendait de 2 marches peu profondes vers une allée de gravier, et le mur d'enceinte au bout n'était pas haut. Contre lui se dressait un étroit treillis de bois sur lequel un lierre tardif laissait traîner ses feuilles noircies. « Vous avez vu le visage ici » a-t-il demandé. « À chaque fois, » murmura-t-elle. « Pas serré contre moi, mais juste là. » Elle désigna un point sur la vitre centrale, comme si le voile formait un nuage. L'impression des traits était épouvantable. « Et quand l'avez-vous observé pour la première fois ?»« Il y a 11 nuits, un peu après 10 heures. Les domestiques étaient au lit. Ma femme de chambre était descendue à la cuisine. Ma tante s'était retirée tôt à cause d'un mal de tête. » Le regard de Holmes prit cette lueur intérieure et brillante qui trahissait une série d'inférences qui se déroulaient rapidement dans son esprit. Il ferma la fenêtre et s'agenouilla pour examiner le jointoiement entre le mastic et le bois. Puis il se leva, examina le tapis et reporta son attention sur une petite table dressée sous la fenêtre. Dessus se trouvait une trousse fermée, un encrier et une fine plume d'argent aux manches de nacre. Il la prit délicatement entre le pouce et l'index, comme un papillon. « Tu écris souvent ici ?»« Seulement mon journal, » répondit mademoiselle Blake en rougissant. « Je trouve le jardin reposant. »« Tout à fait naturel, » murmura Holmes en posant sa plume. « Et le mot « la menace » a été glissé sous la porte de votre chambre ? Pouvons-nous visiter la chambre ?» Madame Weatherby s'est hérissée, mais mademoiselle Blake, après un regard suppliant à sa tante auquel a répondu un bruissement résigné de bombazine, nous a conduits à l'étage. Sa chambre était gaie et ordonnée, avec un papier peint vert pâle, un petit secrétaire dans un coin, et le lit disposé de façon à ce que le dormeur puisse regarder droit vers la fenêtre. Cette fenêtre donnait également sur le jardin, mais à angle droit avec le petit salon en contrebas. Holmes se dirigea aussitôt vers le seuil, où le billet incriminé avait été glissé, et s'agenouilla, sa loupe braquée comme la baguette d'un prestidigitateur. Il renifla légèrement, un geste étrange mais désormais familier, et scruta la fente sous la porte. « Qu'est-ce qu'il y a ?» murmurai-je. « Poussière, Watson, » dit-il, toujours le plus loquace des témoins. « Nous allons l'entendre tout à l'heure. » Il examina ensuite le tapis, le secrétaire et la petite grille du foyer avec son tas de charbon bien rangé. Il testa délicatement le cordon de la sonnette. Le contrepoids à l'intérieur fit un léger bruit sourd. Il retira de la cheminée une mèche de longs cheveux noirs et la présenta à la lumière. Puis, d'un air pensif, il la rangea dans son portefeuille. « Vous allez me prendre pour une idiote, monsieur Holmes, » dit Miss Blake à voix basse. « Mais hier soir, après avoir éteint ma bougie,
j'ai cru entendre un froissement de soie dans le couloir. Quand j'ai regardé, il n'y avait personne. Une idée qui mérite d'être notée, répondit Holmes. Je vous prie de noter toutes ces impressions. L'esprit nous avertit souvent tandis que la raison sommeille. Nous redescendîmes et on nous montra la porte de derrière qui donnait sur le jardin. Holmes passa un bon quart d'heure dehors, se déplaçant de son allure particulière, rapide et oblique, tel un oiseau aquatique le long d'une berge, tantôt courbé, tantôt s'étirant sur la pointe des pieds, s'arrêtant pour examiner le treillis, le gravier et les marches de l'arrière qui menaient au sous-sol. À 2 reprises, il sortit une petite règle de sa poche et mesura quelque chose au sol. Une fois, il en extraya un fragment du lierre et le scella dans une enveloppe avec autant de cérémonie que s'il s'était agi d'un joyau souverain. J'avoue que le froid me piquait les oreilles, et je ne le regrettais pas lorsqu'il frappa enfin doucement dans ses mains, comme pour approuver sa propre conclusion, et rentra dans la maison. Nous étions encore en train de secouer le givre de nos bottes lorsque la femme de chambre annonça M. Harold Carster, un homme d'une trentaine, d'années, d'allure élégante, entra, aux manières élégantes, mais teintées d'impatience. Il portait un chapeau brillant et une redingote sombre, et ses gants étaient en daim très clair. Son regard d'un beau gris parcourut rapidement Holmes et moi, avant de se poser, protecteur, sur mademoiselle Blake. « Éléonore, ma chère, dit-il avec un air léger, votre mot m'a inquiété. J'ai presque eu envie d'appeler la police. La police est à votre service lorsque le criminel est arrêté, observa Holmes. Avant ce moment heureux, elle préfère souvent être épargnée. Carstairs parut quelque peu déconcerté. Pardon, monsieur. Vous êtes monsieur Holmes? À votre service. Carstairs s'inclina net. Si j'avais le choix, Miss Blake ne serait pas hantée par les superstitions, des visages aux fenêtres, des silhouettes voilées. C'est le vent, le brouillard et une imagination débordante. Néanmoins, puisque ma chère fille vous a fait confiance, je dois mettre mes doutes de côté. Seulement, sa mâchoire se crispa. Si vous découvrez qu'un scélérat l'effraie, je prendrai les choses en main. Nous espérons vous épargner cette épreuve, répondit Holmes d'un ton calme. Dites-moi, monsieur Carstairs, fumez-vous? Je ne le sais pas, monsieur. Ah, et vous avez des chevaux? Je fais du vélo de temps en temps dans le parc. Vos bottes, s'il vous plaît. Avant que Carstairs puisse protester, Holmes s'était accroupi et, sans toucher, avait inspecté le cuir finement ciré. Parfait. Et votre métier? Carstairs haussa les sourcils. Je suis associé junior chez Carstairs et Gibb, facteur de transport. Mon défunt père a fondé la maison. Holmes hocha la tête comme s'il cochait une liste mentale. Veuillez vous asseoir. Madame Witherby, qui avait écouté avec une désapprobation croissante, ne put se retenir plus longtemps. Monsieur Holmes, c'est insupportable. Ma nièce a besoin de repos, pas de catéchisme. Votre maison a besoin de faits, madame, répondit Holmes avec une révérence si courtoise qu'elle frisait la satire. Permettez-moi encore une liberté, et j'en ai fini. Mademoiselle Blake, vous avez parlé d'une femme de chambre. Pourrions-nous la voir? La servante, Alice, fut appelée, les mains crispées dans son tablier. Elle avait un visage rond, assez honnête, mais sujette à des rougeurs soudaines. Les manières de Holmes s'adoucirent, comme souvent avec les domestiques et les enfants. « Vous étiez inquiet pour votre maîtresse, » dit-il doucement. « Oh, monsieur, c'est vrai. Mademoiselle Éléonore n'a pas dormi de bonne heure. »« Tu n'as rien entendu la nuit où la note a été remise ?»« Non, monsieur. Je dors en haut de la maison. Mais... » Elle lança un regard nerveux à madame Witherby. « J'ai entendu comme un grincement sur les marches de derrière, il y a 2 nuits. » Madame Witherby renifla. « Des rats. »« C'est possible, » dit Holmes, et je décelai dans son ton une pointe d'amusement. « Merci, Alice. » Lorsque la jeune fille se fut retirée, Holmes souleva légèrement le loquet de la fenêtre du petit salon et le laissa retomber. Le cliquetis s'échappa avec une précision impeccable. Il jeta un coup d'œil à mademoiselle Blake. « Vous aurez l'amabilité de prendre quelques précautions. À la nuit tombée,
Gardez cette fenêtre fermée et les volets tirés. Évitez de vous asseoir dos aux vitres. Fermez votre chambre à clé chaque soir et, point important, ne laissez personne vous persuader de changer ses habitudes, aussi plausibles soient-elles. Surtout si une invitation vous oblige à quitter la maison inopinément, déclinez-la. Mademoiselle Blake reprit son souffle. Une invitation ? C'est une simple possibilité, dit-il. Il y a de la malveillance ici, mais ce n'est pas celle d'un voyou. Elle est ordonnée, patiente et au courant de vos habitudes. C'est la plus dangereuse. Carster se leva brusquement. « Monsieur, insinuez-vous qu'une de nos connaissances ? » »« Je n'insinue rien. J'en déduis que l'intrus connaît bien ce jardin, » répondit Holmes d'un ton neutre. « À cette fin, je demanderai au docteur Watson de rester avec vous ce soir, si vous le permettez, pendant que je mène une enquête qui ne peut être retardée. »« Holmes, protestai-je, on devrait rester ensemble. »« Au contraire, mon cher, nous couvrirons 2 fois plus de terrain. Votre formation militaire vous permet d'assurer une excellente surveillance, et votre œil médical remarquera ce que les autres oublient. Je vous rejoindrai avant minuit. » Son regard vif et encourageant croisa le mien. « Vous serez parfaitement en sécurité. »« Alors bien sûr, » dis-je avec fermeté, même si je n'en étais pas convaincu, « Miss Blake n'aura aucune raison d'avoir peur. »« Bien dit, Watson, » murmura Holmes. Il prit congé avec une brièveté qui offensa Madame Wetherby et surprit Carster, mais laissa Mademoiselle Blake presque souriante. Après son départ, l'atmosphère de la maison changea subtilement. On aurait dit que les pièces elles-mêmes avaient pris une grande inspiration. Je passai la majeure partie de l'après-midi à faire les préparatifs que je pus imaginer. J'examinais le jardin depuis les marches de derrière, remarquant le treillis et le mur d'enceinte, ainsi que l'accès facile depuis une étroite impasse. Le gravier portait les marques de nombreux allers et retours, aucun distinct. À un endroit, près du treillis, j'aperçus une tache de gravier décoloré, comme si un pied plus lourd l'avait appuyé à plusieurs reprises, mais cela ne me révéla rien de certain. Je rentrai à l'intérieur, contrarié par le fait que je n'avais pas le don particulier de Holmes pour lire la terre comme s'il s'agissait d'une page imprimée. Vers le crépuscule, Carstairs demanda un mot privé dans le hall. « Docteur, » dit-il à voix basse, « je vais être franc. Je n'ai jamais approuvé la consultation de ce spécialiste. Cela semble donner du pouvoir aux rumeurs insensées, mais je préférerais m'arracher le cœur plutôt que de voir Éléanore souffrir. Si vous soupçonnez quelqu'un, n'importe quel homme, dites-moi son nom. »« Je ne soupçonne que ce que l'observation justifie, » répondis-je. « Monsieur Holmes croit mademoiselle Blake en danger. Cela me suffit. » Il scruta mon visage, puis me tendit la main. « Pardonnez-moi. Je suis à cran. Le mariage est prévu pour 3 semaines. Si ces bêtises persistent, des rumeurs vont se répandre. Londres en profite. Nous espérons apaiser ces langues, dis-je, et nous retournâmes au petit salon, où les rideaux étaient tirés et une lampe allumée. Madame Wetherby s'était retirée à l'étage, souffrant d'un mal de tête. Mademoiselle Blake, bien que pâle, se montra courageuse. Sur son insistance, on m'apporta un plateau pour mon dîner, et après avoir assuré que ma constitution ne nécessitait rien de plus qu'un thé et un sandwich, je me mis à veiller. C'est une étrange occupation que de s'asseoir dans une pièce confortable, les nerfs au garde-à-vous comme des soldats sur une crête. Chaque bruit s'amplifie. Le tic-tac de l'horloge devient un marteau, le tassement des braises un coup de pistolet. Je me suis posté dans un coin ombragé face à la baie vitrée, les rideaux tirés. Une étroite fente me permettait d'admirer le jardin. La servante et la petite maisonnée se retirèrent tôt. À 9 heures, Carster partit avec des paroles rassurantes. À 10 heures, la maison était plongée dans ce silence particulier qui règne lorsque chaque pièce abrite une silhouette endormie. 10h15, rien. Une demi-heure, une rafale de vent errante frôla le lierre. Un chat errant longea le mur à petits pas et disparut comme un nuage de fumée. À 11 heures, je commençais à trouver mes craintes absurdes et à envier à Holmes sa rapide incursion, où qu'elle l'ait menée. C'est alors que mon esprit s'égarait, qu'un murmure de mouvement attira mon attention. J'ai d'abord cru à un jeu de la lampe.
un vacillement dans l'éclat du verre. Puis je l'ai vu distinctement, 5 centimètres du bord du rideau, remué non par un courant d'air de la pièce, mais par un souffle extérieur. La fente que je regardais s'assombrit un peu, comme si un nuage passait au-dessus du jardin. Mais il n'y avait pas de nuage, seulement une forme là où il n'y en aurait pas eu. Je retins mon souffle. L'obscurité se consolida, prit un rapport avec la silhouette humaine, l'évocation d'une tête penchée en avant, d'une silhouette qui se dissolvait, se rassemblait, se dissolvait à nouveau. L'espace d'un instant, à peine plus, l'impression d'un ovale pâle s'imposa sur la vitre. Un visage, et par-dessus une texture, comme de la gaze, comme un voile de deuil, qui s'adoucissait sans dissimuler. J'avoue qu'un spasme soudain me saisit le cœur. La peau de mon cuir chevelu me picota comme si on y avait versé de l'eau froide. « Qui est là ?» m'écriai-je en me levant d'un bond. Les rideaux sautèrent à ma portée. Je les écartai et ne vis que le jardin désert, faiblement éclairé par la faible lune. Je me précipitai vers la fenêtre, la soulevai et me penchai, insouciante. « Qui part ?» appelai-je. Le jardin ne répondit qu'un léger carillon, étrange, délicat, métallique, provenant, semblait-il, du treillis lui-même. Je descendis les marches en un instant, mes bottes crissant le givre. Le treillis se dressait innocent dans son manteau de lierre. Le gravier laissait voir mes propres traces, fraîches et maladroites. Et pourtant, en me penchant, ma main rencontra quelque chose de frais sur le dernier barreau, un minuscule crochet de métal brillant, comme ceux d'une couturière, d'où s'échappait un fil de soie d'un noir profond. J'empochai ce fragment et fis lentement le tour du mur du jardin. Au coin, près de l'écurie, le givre avait un aspect étrange, éraflé, comme effleuré par un tissu doux. Je n'y comprenais rien. De retour, je fermai et verrouillai la fenêtre, puis m'assis de nouveau à mon poste, le pouls faible et contrarié. Malgré toute ma bravade, je n'osais pas avouer à quel point j'étais secoué. Il était 5 minutes avant minuit lorsque la cloche de la porte d'entrée sonna une fois, doucement. Le son me fit sursauter à nouveau. J'attendis. Un pas rapide se fit entendre sur le perron. La porte s'ouvrit et Holmes entra avec cette assurance silencieuse qui, à mon avis, évoquait toujours la panthère plutôt que l'homme. « Tu l'as vu ?» dit-il doucement, avant que je puisse parler. « Ensuite, il y a un son ?» m'écriai-je. « Holmes, je vous le jure, si jamais j'ai douté du témoignage de mademoiselle Blake, je suis réprimandé. » Un visage pâle, voilé. « Excellent, interrompit-il, et ses yeux brillèrent. Vous avez gardé votre sang-froid. Avez-vous remarqué autre chose ? Un léger tintement, comme une petite cloche. Et ceci. J'ai sorti mon trésor. Un crochet, avec de la soie noire attachée. Il la prit et hocha la tête, comme je l'espérais. Vous dormirez un peu mieux, Watson. Nous approchons. Mais pour l'instant, ne dites rien à nos hôtes, si ce n'est que nous maintenons la garde. Demain matin, je vous reçois tôt. Nous avons une visite à faire, à un certain magasin de Holborn et à un gentleman de Marylebone qui a des horaires inhabituels. Dans quel but ? Pour apprendre, dit Holmes en glissant le crochet dans son portefeuille. Pourquoi la dame voilée n'a pas besoin d'échelle, et pourquoi ces menaces sont écrites par une main qui cherche à Mithril. Il y a des éléments qui relient cette affaire à un grief passé. Et ce soir, je crois en avoir rassemblé 2. Il n'en dit pas plus, et malgré mes nombreuses questions, il ne me répondit qu'avec ce demi-sourire provocateur qui annonçait une révélation encore en gestation. Pourtant, lorsque, avant de nous retirer, je lui décrivis précisément comment le rideau s'était recroquevillé, il hocha légèrement la tête, tel un tireur d'élite dont la vue est juste. « Bien, » murmura-t-il, « le souffle de l'air trahit la supercherie aussi sûrement qu'une rougeur trahit un mensonge. Nous sommes sur la bonne voie, mon cher Watson, même si la destination pourrait s'avérer plus sombre que notre client ne le soupçonne. » Avec cette assurance inquiétante,
et l'image de cet ovale pâle fixé sur mon esprit comme du givre sur une vitre, j'éteignis la lampe et me consacrai au sommeil que la maison me permettait, sans me douter combien de temps après son silence serait à nouveau brisé. Chapitre 3. Le fil de soie noire. Je me suis réveillé le lendemain matin, la tête lourde d'un sommeil interrompu, avec le souvenir désagréable de ce visage spectral collé contre la vitre. Holmes, au contraire, semblait revigoré, comme si cette rencontre l'avait rafraîchi plutôt que perturbé. Il avait déjà déjeuné quand je suis descendu et s'occupait activement du petit microscope posé sur le coin de la table. À côté se trouvait le minuscule crochet et le fragment de soie que j'avais récupéré dans le jardin. « Allons, Watson !» s'écria-t-il joyeusement. « Votre capture d'hier soir est des plus opportunes. Remarquez, voici un crochet servant à attacher un voile. La soie est d'une fabrication particulière, étrangère, d'une texture rare en Angleterre. Un voile de dame, Watson, mais pas courant. La teinture est d'une intensité que nos fabricants atteignent rarement. Une main continentale, ou peut-être orientale. Et quelle conclusion en tires-tu ? Demandai-je en me servant du café, dont j'avais cruellement besoin. Notre mystérieuse visiteuse n'est pas la rôdeuse que M. Carstairs voudrait nous faire croire. C'est une femme qui se voile volontairement, qui s'est équipée de dispositifs pour se faufiler discrètement, et qui joue de la peur comme un artiste joue d'un instrument. De plus, ceci, il désigna une légère tache sur le métal, et du rouge. Il y avait du rouge sur ses lèvres, Watson. Elle s'habille pour son apparition à la fenêtre. Ce n'est pas de la folie, c'est du théâtre. J'avoue qu'un frisson m'a parcouru. Du théâtre avec quel public ? Avec un seul auditoire, Mademoiselle Blake. Maintenant, Watson, nous devons faire nos courses. La boutique de Holborn nous fournira la clé du voile, et le monsieur de Marylebone nous renseignera sur la cloche que vous avez entendue. La cloche ? Holmes sourit en se tapotant la tempe. Un bruit souvent ignoré. À votre oreille, c'était curieux. À la mienne, c'était un diagnostic. Venez, mon cher, nous allons prendre un taxi. Nous nous sommes lancés dans l'agitation de Holborn, où le soleil perçait un voile de fumée et où le vacarme des charrettes faisait maudire notre cocher. Holmes fit halte devant un étroit magasin, dont la vitrine était encombrée de dentelles, de châles et de soieries de toutes sortes. Une discrète pancarte annonçait le propriétaire, un certain Henri Laval, fournisseur de nouveautés françaises et belges. À l'intérieur, l'air était lourd d'une odeur de tissu. Un petit homme au regard perçant, vêtu d'un gilet de velours, s'inclina profondément. « Monsieur Holmes, j'ai ce que vous désirez ? » »« Cela reste à voir, » dit Holmes. Il sortit le fil que Laval reçut d'une délicate pincée. « Cela vient d'un voile. Pouvez-vous en identifier la marque ? » Le petit homme pinça les lèvres. « Mais oui, cette soie est lyonnaise, teinte à Paris, rue de la Paix. Il n'y a que 3 maisons à Londres qui vendent de tels voiles, et moi... » Il écarta les mains avec fierté. « J'en fais partie. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Et combien de clients ont acheté ce tissage au cours de l'année écoulée ? » « 6, monsieur. 4 femmes mariées, une veuve et une jeune femme. »« Ah !» Il se précipita derrière le comptoir et ressortit avec un registre. « Tenez, décembre. Acheté par Lady Alicia Darnell, Grosvenor Square. Un grand voile avec des épingles de jais. » Holmes referma le livre d'un coup sec. « Excellent. Je vais rendre visite à Lady Darnell. Vous m'avez été d'une grande aide, monsieur Laval. » Nous quittâmes la boutique et Holmes remonta dans le taxi avec un petit rire étouffé. « Vous comprenez, Watson ? » Déjà le cercle se rétrécit. Lady Darnell ou quelqu'un de sa famille possède le voile. Mais quel motif pouvait-elle avoir pour tourmenter Miss Blake ? Mon cher ami, accumulons les faits avant de chercher des mobiles. Pour l'instant, gardez Lady Darnell en mémoire. Notre deuxième visite fut d'un caractère plus étrange. Holmes dirigea le taxi vers une modeste maison de Marylebone, dont l'enseigne portait le nom « Monsieur Angelo », fabricant d'automates et d'instruments de musique. Nous entrâmes au tintement d'une cloche, exactement le même carillon que j'avais entendu dans le jardin. Le propriétaire, un Italien d'âge mûr,
accueillit Holmes avec un respect volubile. « Vous avez fourni un ensemble de carillons musicaux à une dame au cours du mois dernier ?» demanda Holmes. « Mais oui, signore. Une commande spéciale, de délicates clochettes, suspendues à un cordon, à dissimuler dans un vêtement. Très ingénieux. C'était Signora Darnel, je crois, même si je ne l'ai pas vue. Le domestique a apporté la commande. » Les yeux de Holmes pétillèrent. « Grazie, signor. Votre savoir-faire est exquis. » Il glissa une pièce dans la paume de l'homme et se tourna vers moi tandis que nous sortions. « Vous voyez, Watson, la cloche que vous avez entendue n'était pas un hasard. Notre fantôme porte ses propres carillons pour créer un effet d'extraordinaire. Un tour et un tour astucieux. Alors l'apparition est Lady Darnel elle-même ou quelqu'un de sa confiance. Cela reste à déterminer. À notre retour à Baker Street, l'après-midi touchait à sa fin. Mademoiselle Blake avait laissé un mot nous suppliant de revenir, car elle était presque distraite. Holmes le lut, les lèvres pincées. « Patience, Watson. Il faut préparer le piège avant d'attraper la souris. » Ce soir-là, il étala sur la table un assortiment d'objets, une cordelette solide, un minuscule miroir et une petite lanterne tamisée. « Nous allons mettre notre adversaire à l'épreuve ce soir. Il y a de la méthode dans sa folie, et la méthode est prévisible. Tu veux la confronter ?» Le sourire de Holmes était mince. « Pour l'observer, mon cher. L'heure de la confrontation n'est pas encore venue. Ce soir, nous nous partagerons la garde. Quand le visage voilé reviendra à la fenêtre, s'il revient, nous en saurons plus sur la femme qui empêcherait une mariée d'atteindre l'autel. » Et ainsi fut-il arrangé. J'accompagnai Holmes une fois de plus à la maison de Holland Park, où nous fûmes admis avec un mélange de gratitude et d'appréhension. Carster était absent pour un dîner. Madame Weatherby se retira avec une expression de martyr endurcie. Mademoiselle Blake, pâle mais résolue, nous remercia d'un regard qui, bien que muet, en disait long. Nous nous mîmes en devoir de veiller. La nuit s'avançait. Le jardin était blanc de givre, les branches scintillant comme une dentelle noire sur le ciel. Holmes était accroupi derrière le rideau, sa lanterne et son miroir à la main, son profil mince se découpant nettement sous la lumière de la lampe. Je veillais depuis le coin opposé, revolver à la main. L'horloge sonna 10 heures, puis la demie. Le silence régnait. Enfin, vers 11 heures, Holmes se raidit. « Chut, Watson !» murmura-t-il. « Elle arrive. » Je regardai, et mon sang se glaça. La voilà de nouveau, cet ovale pâle devant la vitre, l'esquisse d'un voile, la lueur des yeux observant dans l'obscurité. Le faible carillon vibra dans l'air. Mademoiselle Blake poussa un petit cri depuis sa chaise. Holmes leva le miroir, l'orientant vivement vers la fenêtre. La silhouette sursauta, recula, et à cet instant, la lumière de la lanterne s'éteignit. L'espace d'un instant, nous la vîmes distinctement. Une grande femme, voilée de noir, les traits voilés, la main levée comme pour se protéger du rayon. Puis elle disparut dans le jardin. Holmes franchit la porte en un instant et cria « Watson, suivez-moi !» J'ai saisi mon revolver et me suis précipité à sa poursuite dans la nuit glaciale. Chapitre 4. Le vol à travers le jardin. L'air nocturne me frappa le visage avec la dureté de l'acier tandis que je franchissais la fenêtre dans le sillage d'Holmes. La lune était plus haute, répandant une lumière blafarde et incertaine sur le jardin. Les arbustes projetaient des ombres allongées sur le gravier, et chaque souffle de vent faisait frissonner le lierre comme les pans d'un fantôme. Quelque part devant nous, Holmes s'élança, ses longs bras fendant l'air, son ulster flottant derrière lui comme un drapeau sombre. « Voilà !» s'écria-t-il, et je la vis, la silhouette vêtue de noir, glissant avec une rapidité inquiétante vers le mur d'enceinte. Son voile flottait tandis qu'elle courait, et un léger tintement argenté résonnait à chaque pas, comme si ses vêtements mêmes murmuraient sa présence. L'espace d'un instant, elle sembla plus une apparition qu'une femme. Puis elle trébucha contre le treillis, et je fus convaincu de sa nature mortelle. « Arrêtez !» criai-je.
ma formation militaire imprégnant ma voix d'autorité. Elle ne se retourna pas et ne faiblit pas, mais s'agrippa au treillis et s'élança vers le haut avec une agilité surprenante. Le lierre, détaché par le gel, crépita sous sa main. Holmes atteignit le mur une seconde trop tard. Elle avait atteint le sommet et, dans un tourbillon de jupe, disparut dans le chemin. Holmes bondit à sa suite comme un lévrier. Moins agile, je descendis les marches avec une hâte maladroite, mon revolver armé en cas d'embuscade. Le chemin était étroit et sombre, bordé de hautes clôtures et de quelques becs de gaz. Des échos résonnèrent entre les murs tandis que les pas de notre proie avançaient. La silhouette élancée de Holmes la gagnait. Soudain, elle pivota, projetant un petit objet brillant. Holmes se baissa. Le projectile claqua contre les briques. Je le vis étinceler au sol. Une épingle à chapeau, longue et cruelle. Avant que je puisse crier, elle s'était précipitée dans un passage latéral menant à l'écurie. Nous le suivions à toute vitesse. Un fiacre surgit soudain sur notre chemin, le cocher jurant tandis que Holmes saisissait la bride du cheval et la jetait de côté. À cet instant, la femme voilée disparut à nouveau, dans l'embrasure d'une porte, dans une voiture ou dans un virage caché. Je n'aurais su le dire. Lorsque nous arrivâmes au coin, la rue était déserte. La nuit l'avait englouti. Holmes s'arrêta, son souffle s'échappant en volutes aiguës. Il resta immobile, la tête penchée, à l'écoute. Seul le grondement lointain des roues lui répondit. Il finit par se redresser, le visage aussi calme que si nous étions allés faire de l'exercice. « Elle est prête », murmura-t-il. « Chaque mouvement a été répété, chaque refuge a été choisi. Pourtant, elle s'est trahie. »« De quelle manière ?» demandai-je, irrité par cette perte. « À plusieurs titres. D'abord par le projectile qu'elle a lancé, ici. » Il se baissa et récupéra l'épingle à chapeau. D'une longueur inhabituelle, elle était ornée d'une minuscule perle noire. Non pas le bijou d'une servante, mais la parure d'une dame élégante. Ensuite, par sa vitesse, elle court avec l'assurance d'une habituée du terrain. Et troisièmement, par ce carillon qui l'a trahie, elle n'a pas pu résister à ses excès de théâtre. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle connaît bien ce quartier. Elle connaît les ruelles, les chemins de traverse, l'heure à laquelle la rue est déserte. Watson, elle a un repère à portée de main. Nous sommes revenus sur nos pas, mais dans le jardin tout était silencieux. Mademoiselle Blake nous a rejoints à la fenêtre, blanche comme du marbre, les mains crispées. « Vous l'avez attrapée » a-t-elle murmuré. « Pas ce soir » dit doucement Holmes en remontant à l'intérieur. « Mais nous avons appris ce dont nous avions besoin. Elle est de chair et de sang, pas d'esprit, et ses artifices s'enhardissent. Courage, mademoiselle Blake. Plus elle se révèle, plus nous sommes près de la démasquer. » Holmes insista pour que mademoiselle Blake se retire, et malgré ses protestations, promit de veiller le reste de la nuit. Je restai à ses côtés jusqu'à ce que la lumière grise de l'aube filtre à travers les rideaux. Plus rien ne se passa. La maisonnée se réveilla avec un soulagement las. Au petit déjeuner, les lèvres de madame Witherby étaient pincées en un arc de scepticisme. « Alors, monsieur Holmes, notre fantôme vous échappe ?»« Pour l'instant, » acquiesça Holmes imperturbable. « Mais ce n'est pas un fantôme, madame, et elle ne m'échappe pas. Le filet se resserre. » Carster arriva peu après, l'air figé par une indignation contenue. « J'ai entendu dire qu'il y a eu une nouvelle intrusion. C'est intolérable. Je vais prévenir la police. »« Vous pouvez le faire, » dit Holmes froidement, « mais je vous conseille la prudence. La police va fulminer, effrayer les domestiques et peut-être même pousser notre proie encore plus loin dans la clandestinité. Ce qu'il nous faut, c'est observation et silence. » Carster rougit. « Suggérez-vous que je reste les bras croisés pendant que ma future femme est terrorisée ?»« Je suggère, » répliqua Holmes, « que vous préserviez son calme apparent, tout en nous permettant de suivre la main qui frappe. C'est, monsieur, le service le plus utile que vous puissiez lui rendre. » Carster se mordit la lèvre et ne dit plus rien, mais ses yeux suivirent Holmes avec ressentiment. En milieu de matinée, Holmes m'a pris à part.
Viens, Watson, nous devons rendre hommage à Lady Alicia Darnell. J'imagine que nous trouverons notre bonheur en passant par Grosvenor Square. Nous avons hélé un taxi, et bientôt les grandes places du West End se sont ouvertes devant nous. Grosvenor Square, avec ses larges maisons et son atmosphère paisible, reflétait la richesse et la mode. Le numéro 43, la résidence de Lady Darnell, était un bâtiment majestueux avec des marches étincelantes et une porte imposante. Un domestique en livrée nous fit entrer, et quelques instants plus tard, nous fûmes introduits dans un salon où Lady Alicia Darnell en personne était assise. C'était une belle femme d'environ 35 ans, richement vêtue, ses yeux noirs brillants d'intelligence. À ses côtés reposait un voile dont la texture était celle décrite par Holmes. « Monsieur Holmes !» s'exclama-t-elle avec un rire clair comme de l'eau de roche. « Quelle surprise! Vous êtes venu m'accuser de meurtre, sans doute. C'est bien votre genre de comportement, n'est-ce pas ?» Holmes s'inclina avec une grâce inébranlable. « J'accuse rarement Lady Darnell. Je remarque que vous appréciez les voiles de Monsieur Laval. » Elle souleva le voile et le fit tournoyer autour de son doigt. « En effet, il me flatte. Tu trouves ça suspect ? » « Je le trouve particulier. Dites-moi, Lady Darnell, en avez-vous perdu un récemment ?»« Perdu ?» Elle haussa les sourcils. « Non, monsieur Holmes. J'avoue cependant qu'on m'en a emprunté un. Une cousine l'admirait, mademoiselle Agnès Harwood. Elle a demandé la permission de le porter à un bal masqué. Mais vous ne pouvez sûrement pas vous occuper d'un voile de dame ?» Holmes inclina la tête. « Le voile des dames, Lady Darnell, est plus important qu'on ne le pense généralement. Je vous remercie de votre franchise. » Elle rit de nouveau, mais son regard s'aiguisa. « Vous êtes un homme dangereux, monsieur Holmes. Je vais fermer ma garde-robe à clé. » Après avoir pris congé, je me tournai vers mon compagnon. « Holmes, c'est sûrement le lien. La cousine, mademoiselle Harwood. Patience, Watson. Ne nous précipitons pas tant que le pont n'est pas solide. Mais remarquez la coïncidence. Un voile emprunté, une mascarade, une cousine dont nous ignorons encore le nom. Oui, l'écheveau est vrai. » Ce soir-là, Holmes étala sur notre table un plan approximatif de Kensington, indiquant au crayon la maison de Holland Park, les écuries et plusieurs rues adjacentes. Notre proie est toute proche, Watson. Le voile mène à Lady Darnell, les cloches à sa maison et le déguisement à son cousin. Mais le mobile... Ah, le mobile est au cœur du labyrinthe. « Et mademoiselle Blake ?» demandai-je. « Quel danger la menace ?» Le visage de Holmes devint grave. « Un péril né de la passion, mon cher ami. Et la passion contrariée peut devenir meurtrière. Nous devons agir vite, car notre adversaire s'enhardit. Je prédis une nouvelle tentative d'ici 48 heures. » Il tapota la carte, les yeux brillants. « Et cette fois, Watson, elle ne s'échappera pas. » Chapitre 5. Le voile de mascarade. La prédiction de Holmes s'avéra exacte, sinon dans sa lettre, car le lendemain apporta des événements qui nous rapprochaient un peu plus du cœur de l'affaire. Le courrier du matin était à peine arrivé à Baker Street que Holmes se jeta sur une petite enveloppe adressée d'une main délicate. Il la déchira avec son couteau, la lut rapidement et me la tendit. « C'est de Miss Blake, » dit-il. Je lis, avec un malaise croissant. « Mon cher monsieur Holmes, je suis profondément troublé. Ce matin, on m'a livré un colis contenant un voile de mariée en soie fine, mais horriblement taché de taches cramoisies. Aucune carte ni aucun mot ne l'accompagnait. Pourtant, je ne doute pas qu'il soit lié aux avertissements que j'ai déjà reçus. Ma tante insiste sur le fait qu'il s'agit d'une cruelle plaisanterie, mais je suis terrifié. Je vous en prie, venez me voir immédiatement. Sincèrement, Eleanor Blake. » Je levai les yeux, atterré. Cela devient de plus en plus monstrueux d'heure en heure. Des taches cramoisies, Holmes. Elles devaient sûrement ressembler à du sang. Exactement. Une prouesse théâtrale, en harmonie avec le visage à la fenêtre. Notre adversaire se délecte du spectacle. Pourtant, chaque geste trahit une intention. Il se leva, enfilant son ulster. « Venez, Watson. Nous repasserons à Holland Park avant que la piste ne se refroidisse. »
Mademoiselle Blake nous reçut dans le petit salon, pâle comme le voile qu'elle tenait dans ses mains tremblantes. Sur la table se trouvait l'objet, un luxueux voile de mariée, brodé de perles de culture, dont la blancheur était gâchée par des taches cramoisies irrégulières. Je me penchai et constatai que la substance avait raidi la gaze. Holmes tire son verre et l'examine minutieusement. Ah, je m'en doutais. Watson, ce n'est pas du sang, mais de la cochenille, une teinture que n'importe quelle couturière peut se procurer facilement. Une fausse horreur destinée à déstabiliser. Alors l'expéditeur voulait effrayer et non nuire. Effrayer, certes, mais aussi affirmer sa domination. Remarquez, mademoiselle Blake, le voile est nuptial, couleur d'innocence. Le souiller, c'est vous narguer avec votre propre mariage. Il y a là de la malveillance, personnelle et intime. Ce n'est pas un persécuteur au hasard. C'est quelqu'un qui s'attaque à l'image même de votre bonheur. Mademoiselle Blake frissonna. Qui pourrait me haïr à ce point? Holmes la regarda attentivement. Voilà, madame, ce que nous allons découvrir. Maintenant, dites-moi, qui a livré ce colis? C'est un garçon de la papeterie qui l'a apporté. Il m'a dit qu'on me l'avait laissé là, affranchi. Holmes pinça les lèvres. L'intermédiaire masque l'expéditeur. Eh bien, Watson, il faut remonter jusqu'à lui. Laissant mademoiselle Blake plus calme, nous avons poursuivi l'affaire chez le papetier, une modeste boutique de High Street. Le propriétaire se souvenait du colis, mais ne pouvait donner que peu de détails. Une dame l'a apporté hier après-midi, dit-il, voilée et vêtue de noir. Elle m'a payé pour le livrer ce matin. Est-ce qu'elle a parlé? Demanda Holmes. Très peu. Elle parlait bas. Elle semblait agitée. Les yeux de Holmes se plissèrent. A-t-elle donné un nom? Elle a signé seulement A.H. dans le livre. Holmes le remercia gravement. Une fois dehors, il tapota les lettres du doigt. A.H. Agnès Harwood, la cousine dont Lady Darnell a parlé. Notre cercle se resserre, Watson. Ce soir-là, nous nous rendîmes de nouveau à Grosvenor Square. Lady Darnell nous reçut avec la même hauteur amusée, sa robe scintillant à la lumière des lampadaires. Holmes ne perdit pas de temps en plaisanteries. « Lady Darnell, dit-il, vous avez parlé de votre cousine, mademoiselle Agnès Harwood. Est-elle présente ?» L'expression de la dame changea, vacilla, me sembla-t-il, avec une pointe d'inquiétude, avant qu'elle ne rit. « Agnès ? Oui, elle loge chez moi en ce moment, mais elle est fragile et reçoit rarement des visiteurs. »« Délicat ?» répéta doucement Holmes. « De quelle manière ? » ?»« Elle souffre de nervosité. C'est une créature sensible. Elle fréquente peu le monde, préférant les livres et sa broderie. » Holmes inclina la tête. « Pouvons-nous la rencontrer ?» Lady Darnell hésita, puis se leva dans un bruissement de soie. « Si vous insistez. »« Mais je vous en prie, monsieur Holmes, ne l'effrayez pas. Elle est impressionnable. » Elle sortit précipitamment de la pièce, nous laissant, Holmes et moi, dans un silence chargé d'impatience. La porte se rouvrit aussitôt, et Lady Darnell revint accompagnée d'une silhouette, une jeune femme grande et élancée, entièrement vêtue de noir. Un voile dissimulait ses traits, mais pas l'ovale pâle qui se trouvait en dessous. « Monsieur Holmes, docteur Watson, » dit Lady Darnell d'une voix douce. « Ma cousine, mademoiselle Agnès Harwood. » La jeune femme inclina la tête. « Messieurs, » murmura-t-elle. À cet instant, un léger tintement métallique retentit, comme s'il sortait de sa manche. Mon cœur bondit. Les yeux de Holmes brillèrent de triomphe. Il s'inclina profondément, dissimulant son expression. « Enchanté, mademoiselle Harwood, » dit-il doucement. « Je souhaitais depuis longtemps faire votre connaissance. » Quand nous nous sommes enfin retirés, les manières de Holmes crépitaient d'une énergie contenue. « Watson, avez-vous entendu ? Le carillon. Elle portait ses cloches infernales jusque dans le salon. La femme même. Agnès Harwood est notre épouse fantôme. Alors nous l'avons résolu. Pas encore. Nous avons identifié l'instrument, mais pas le mobile. Pourquoi persécute-t-elle mademoiselle Blake? Pourquoi se voiler et tacher les vêtements de mariée? Tant que nous ne le savons pas, nous ne pouvons agir. La loi exige des preuves, pas des soupçons. Et comment l'obtiendrons-nous? Les yeux de Holmes brillèrent d'un feu glacial.
en laissant croire à mademoiselle Harwood que son tour a réussi. Demain, Watson, nous installerons une petite scène sur laquelle elle devra jouer sa dernière scène. Quand le rideau tombera, le masque tombera. Chapitre 6. Le piège est tendu. Le regard de Holmes ne brillait jamais autant que lorsqu'il préparait un stratagème délicat, et je compris bientôt que cette affaire sollicitait non seulement son intelligence, mais aussi son sens dramatique. « Watson, dit-il en arpentant le tapis de notre salon tard ce soir-là, la dame a déclaré la guerre, et nous devons lui rendre l'appareil. Mais nos armes seront plus discrètes. Patience, déguisement et surprise. Vous voulez tendre un piège à Miss Harwood ? Exactement. Mais nous ne pouvons pas la dénoncer d'emblée. Lady Darnell fermerait ses portes, et l'honneur de mademoiselle Blake pourrait en pâtir. Non, nous devons prendre la dame voilée en flagrant délit, de telle sorte qu'elle se condamne elle-même. J'ai hoché la tête. Et comment comptez-vous y parvenir ? Holmes eut un léger sourire, en lui offrant l'opportunité qu'elle désire tant. Le lendemain, nous retournâmes à Holland Park, où mademoiselle Blake nous attendait, l'air tendu. Holmes la rassura avec une courtoisie solennelle. « Vous êtes lasse de la terreur, mademoiselle Blake, mais rassurez-vous, la fin est proche. Nous vous demanderons de jouer votre rôle dans une petite supercherie. »« N'importe quoi, monsieur Holmes, » dit-elle avec sérieux, « si cela peut mettre fin à ce cauchemar. »« Excellent. Vous annoncerez à votre famille, et en particulier à M. Carster, votre intention de passer la soirée de demain à l'étranger avec des amis. En réalité, vous resterez ici, dans cette même pièce, avec le docteur Watson à vos côtés. En attendant, je ferai en sorte que notre visiteuse soit informée de votre prétendue absence. Si je ne me trompe, elle en profitera pour faire une ultime démonstration. » Madame Wetherby, qui entendit cela, s'indigna. « Vous voulez appâter la pauvre fille comme un piège à rats, monsieur Holmes ? C'est inconvenant. » Holmes s'inclina avec une gravité feinte. « Inconvenant, peut-être, mais nécessaire, madame. Sans preuve, la persécution continuera. Grâce à elle, votre nièce peut être tranquille. » Carster était également présent, et son expression trahissait l'irritation. « Je déteste les subterfuges, » murmura-t-il. « Si vous savez qui est responsable, pourquoi ne pas l'affronter immédiatement ? » « Parce que, monsieur, » rétorqua Holmes avec une soudaine aigreur, « savoir n'est pas preuve. La loi exige l'un comme l'autre. Permettez-moi de mener mes affaires à ma guise. » Carster s'est calmé, même si j'ai observé une rougeur sur sa joue qui témoignait d'un ressentiment croissant. Ce soir-là, de retour à Baker Street, Holmes travailla avec une énergie singulière. Il sortit de ses archives des déguisements et, dans son armoire à produits chimiques, une petite fiole dont l'odeur me fit reculer. « Une préparation inoffensive, » expliqua-t-il, « mais qui servira à marquer notre proie lorsqu'elle la touchera. Invisible à l'œil nu, mais sous un éclairage approprié, elle se révèle clairement. Elle ne nous échappera plus jamais. » Il m'a également expliqué mon rôle. « Toi, Watson, tu dois monter la garde auprès de mademoiselle Blake comme auparavant. Si elle s'immisce, n'essaie pas de l'arrêter. Crie simplement et retiens son attention jusqu'à mon arrivée. Je serai tout près, même si elle ne doit pas s'en douter. » « Tu veux dire regarder depuis le jardin ? » ?»« De plus près, mon cher. Croyez-moi, tout est prêt. » Le lendemain se passa dans une angoisse de suspense pour notre cliente. Sur l'insistance de Holmes, mademoiselle Blake répéta à ses domestiques qu'elle dînerait chez des connaissances à Bayswater et ne rentrerait que tard. Carstairs, bien que visiblement mécontent, l'accompagna en voiture cet après-midi-là, croyant sans doute qu'il l'accompagnait à son prétendu rendez-vous. En réalité, elle rentra discrètement dans la maison par l'entrée du jardin, tandis que Holmes, déguisé en commerçant, apportait un panier qui dissimulait certaines de ses inventions. À la tombée de la nuit, madame Wetherby se retira dans sa chambre, prise d'un mal de tête, sincère ou supposé, je ne saurais le dire. Alice, la bonne, au courant de notre plan, resta à la cuisine. C'est ainsi que mademoiselle Blake et moi nous retrouvâmes de nouveau seuls dans le petit salon, rideaux tirés, lampes éteintes, nos nerfs à l'écoute du moindre bruit. Holmes avait disparu, ne laissant derrière lui que son injonction silencieuse. « Quoi qu'il arrive, restez ferme. » Les heures s'éternisèrent. 10 heures sonnèrent.
Puis 10 heures et demie. Les mains de mademoiselle Blake tremblaient tandis qu'elle serrait son livre de prière. Je fis de mon mieux pour l'encourager, même si, je l'avoue, mon cœur battait plus vite qu'il ne le fallait. Dehors, le givre luisait et une fine brume rampait sur le sol. Soudain, vers 11 heures, un bruissement caractéristique se fit entendre dans le jardin. Je sursautai. Miss Blake étouffa un cri. Une ombre obscurcit le rideau. Le faible tintement des cloches vibra dans l'air. Lentement, inexorablement, le visage voilé se pressa contre la vitre. Cette fois, l'apparition ne disparut pas immédiatement. Elle persista, pâle et sinistre, la gaze noire s'échappant comme de la fumée. Une main aux doigts longs et gantés tapota légèrement la vitre. Le bruit était plus doux que le claquement d'une aile de papillon, et pourtant il nous glaça le sang. « Qui es-tu » demandai-je d'une voix calme. « Que veux-tu faire de cette maison » Aucune réponse ne vint. Le visage se pencha, ses lèvres remuèrent derrière le voile, mais je ne perçus aucun son. Puis le loquet bougea. La ceinture se souleva centimètre par centimètre, dans un silence étrange. Je m'élançai pour la barrer, quand soudain la voix de Holmes retentit dans l'obscurité du dehors. « Maintenant, Watson !» La lanterne brilla, la ceinture s'ouvrit en grand, et Holmes bondit à travers, saisissant le poignet de l'intrus. Un cri, humain et féminin, perça la nuit. Le voile se déchira, révélant un instant les traits pâles et surpris d'une jeune femme. Agnès Harwood. « Fermez le rideau, Watson !» cria Holmes. J'obéis, bloquant la vue sur le jardin. Mademoiselle Blake s'accrochait au dossier d'une chaise, le visage blême, mais les yeux écarquillés par la reconnaissance. Holmes tenait fermement la femme qui se débattait, sans la moindre indifférence. « Votre mascarade est terminée, madame, » dit-il avec un sang-froid qui me glaça plus que la colère. « Le temps des ombres est révolu. Vous vous expliquerez à la lumière du jour. » Mais alors même qu'il parlait, Agnès Harwood se libéra avec une force désespérée, se précipita vers le couloir et disparut avant que nous puissions l'intercepter. Le claquement de la porte d'entrée résonna dans la maison. Holmes se redressa, le souffle court, le visage pâle de triomphe plutôt que de déception. « Elle est à nous, Watson. La cible est sur elle. Elle ne peut pas s'échapper. »« Holmes, elle est partie !» Il sourit d'un air sombre. « Pour cette nuit, oui. Mais demain, quand nous rendrons visite à Lady Darnell, la preuve brillera comme un phare. Alors le voile se lèvera non seulement sur son visage, mais aussi sur les motivations qui la motivent. » Miss Blake s'affaissa sur sa chaise, bouleversée. Holmes se pencha vers elle avec une douceur inhabituelle. « Courage, madame. L'obscurité est presque dissipée. Demain soir, votre persécuteur sera révélé à tous. » Chapitre 7. Le voile déchiré. Le lendemain matin, Holmes était dans une de ces humeurs d'intensité tranquille que j'avais appris à reconnaître comme le prélude à la révélation. Il ne prit qu'une tasse de café au petit déjeuner, ignora complètement les œufs et passa la majeure partie de l'heure penché sur une petite boîte en acajou contenant son appareil de chimie. Je l'observais avec curiosité, préparer un morceau de linge sur lequel il appliqua une faible solution provenant du flacon dont il avait parlé la veille. Sous une lumière ordinaire, il paraissait vide, mais lorsqu'il dirigea le faisceau étroit de sa lanterne à mi-hauteur sur le tissu, celui-ci luisait d'un miroitement spectral. « Voici, Watson, » dit-il avec une satisfaction sombre, « la tâche qui trahit notre fantôme. » Alors elle a touché la préparation quand tu lui as saisi le poignet ? Exactement. Dans sa lutte, elle en a étalé sur son gant. Aujourd'hui, nous allons l'affronter. Lady Darnell verra de ses propres yeux que sa cousine est la visiteuse nocturne. Impossible de nier. J'avoue que j'éprouvais un mélange d'impatience et d'effroi. Démasquer le persécuteur était essentiel. Pourtant, démasquer une jeune femme devant sa propre famille promettait une scène douloureuse. Holmes, cependant, était insensible à de tels scrupules lorsque la vérité était en jeu. À midi, nous étions de retour à Grosvenor Square. Le majordome, grave mais obligeant, nous fit entrer dans le salon.
Lady Darnell était assise sur un canapé, vêtue d'une robe de soie violette, l'expression rayonnante de curiosité. À ses côtés, plus discrète, se tenait Agnès Harwood, de nouveau vêtue de noir. Son voile avait disparu, mais sa pâleur et la façon nerveuse dont elle se tordait les mains trahissaient son malaise. « Monsieur Holmes !» s'exclama Lady Darnell. « Quelle nouvelle ? Avez-vous démasqué notre fantôme ?» Holmes s'inclina. « En effet, Lady Darnell, et elle est assise devant vous. » La dame rit légèrement, mais son regard se porta sur sa cousine. « Vous ne voulez pas parler d'Agnès. »« Je veux dire exactement ça. La nuit dernière, dissimulée sous votre voile emprunté, elle a tenté de forcer la fenêtre de mademoiselle Blake. Je lui ai saisi le poignet et l'ai marqué d'une préparation invisible à l'œil nu. Sous une lumière appropriée, cependant... » Il sortit la lanterne en forme de cible, baissa la flamme et dirigea le faisceau sur la main droite d'Agnès. À notre grande surprise, le gant qu'elle portait brillait d'une tache livide et phosphorescente, comme marqué au fer rouge. Un cri s'échappa de Lady Darnell. Agnès laissa échapper un sanglot étouffé et arracha le gant de sa main, le jetant sur le tapis. « C'est faux !» haleta-t-elle. « Un piège. Il l'a inventé. » La voix de Holmes était froide. « Le tour est venu, madame. Le voile, la gaze de mariée tachée, les visites nocturnes, tout est de votre faute. Pourquoi poursuivez-vous mademoiselle Blake avec une telle malice? C'est une question à laquelle vous devez maintenant répondre. » Lady Darnell s'était levée, le visage rouge. « Agnès, est-ce vrai? Parle !» La jeune fille resta un instant figée, le regard noir flamboyant. Puis son sang-froid s'effrita et elle tomba à genoux, le visage collé au canapé. « Oui, » murmura-t-elle d'une voix rauque, « c'est vrai. Je ne peux pas le nier. Je la déteste. Je déteste Eleanor Blake. » Lady Darnell recula comme frappée. « Mon Dieu, pourquoi ?» Agnès leva le visage, déformé par la passion. « Parce qu'elle l'a volé, Harold Carster. Il était à moi en tout sauf en nom, avant son arrivée. Nous devions nous fiancer. Il m'a courtisée, il m'a murmuré des vœux. Puis elle est apparue, avec sa beauté pâle et sa fortune, et il m'a rejeté. Je n'ai pas pu le supporter. J'ai juré qu'elle ne se tiendrait jamais à l'autel avec lui. Alors j'ai imaginé de l'effrayer, de rompre l'alliance. Je pensais que si elle tremblait suffisamment, il verrait sa faiblesse et reviendrait vers moi. Malgré sa malice, je ressentis une vague de pitié. Ces paroles étaient la confession d'une âme rongée par la jalousie, mais toujours humaine dans son angoisse. Lady Darnell, cependant, était sévère. « Agnès, vous nous avez déshonorés. Persécuter une jeune fille innocente avec une telle cruauté. » Holmes intervint, discrètement. « Ne la condamnons pas trop vite. La loi pourrait la punir sévèrement, mais notre objectif est la prévention plutôt que la punition. Les preuves sont suffisantes pour la dissuader de nouvelles tentatives. La décision appartient à mademoiselle Blake elle-même. Ce soir-là, nous avons transmis la confession à Holland Park. Mademoiselle Blake écoutait, les larmes aux yeux. « Pauvre créature, » murmura-t-elle, « aimer si aveuglément, c'est affreux. Mais je ne peux souhaiter sa punition. Qu'elle reste seulement loin de moi. » Holmes inclina la tête. « Votre générosité vous honore. Je veillerai à ce qu'elle ne vous importune plus. Lady Darnell usera de son autorité et j'aurai un mot à dire à M. Carster, dont la conduite a été loin d'être admirable. » À ces mots, mademoiselle Blake rougit, mais ne protesta pas. Lorsque nous la quittâmes, elle semblait plus légère, comme si la levée du voile l'avait délivrée d'un cauchemar. En rentrant à Baker Street, je dis « Holmes, l'affaire est résolue, mais je ne peux me défaire d'une certaine inquiétude. Le rôle de Carster était-il aussi innocent qu'il y paraît? A-t-il vraiment mis Agnès de côté, ou l'a-t-il menée en bateau ?» Holmes me lança un regard en coin. « Votre instinct, mon cher Watson, est une fois de plus louable. Carster n'est pas un homme à qui je confierais le bonheur de ma sœur. L'affaire n'est pas encore terminée. Il me reste encore 1 ou 2 fils à suivre avant de clore le livre. Et vous croyez que Carster lui-même pourrait être empêtré ?» Le sourire de Holmes était mince.
enchevêtré vraiment. Quand le nœud final sera noué, j'imagine que nous verrons que la tragédie de la mariée voilée n'est pas seulement la folie d'une femme jalouse, mais la conséquence de la duplicité d'un gentleman. Demain, Watson, nous rendrons visite à Harold Carster. Chapitre 8. Monsieur Carster explique. Le matin se leva gris et humide, avec une bruine qui brouillait les contours de Londres dans un paysage de fumée et de brume. Holmes semblait revigoré par le temps, car il arpentait Baker Street, son manteau boutonné et sa canne sous le bras, sifflant doucement entre ses dents. « Un jour pour se confesser, Watson, remarqua-t-il, car ces matins-là, les hommes se sentent abattus, et leur langue se délie. Tu veux affronter Carster ? Confronter est un mot dur. Je veux dire le laisser se trahir. Nous avons trouvé M. Harold Carster à ses bureaux près de la rivière, dans un beau bloc de pierre qui portait le nom Carster, et Gibb, facteur d'expédition Hill, nous reçut dans une pièce dont les murs étaient tapissés de cartes et le bureau jonché de correspondances. Son accueil fut bref, son visage blême après une nuit blanche. « Messieurs, dit-il froidement, à quoi me vaut cette intrusion ?» Holmes s'assit spontanément. « Nous revenons de Grosvenor Square, où mademoiselle Agnès Harwood a avoué sa participation aux persécutions contre mademoiselle Blake. » Carster sursauta violemment, serrant les papiers devant lui. « Agnès a avoué. Tout à fait. Elle a admis les mascarades nocturnes, le voile taché, le mot menaçant. Elle a agi, a-t-elle déclaré, par jalousie. Jalousie de vos fiançailles avec mademoiselle Blake. » Les lèvres de Carster tressaillirent, mais il ne dit rien. Le regard de Holmes s'aiguisa. « C'est curieux, monsieur Carster, car la jalousie suppose un encouragement. Avez-vous en fait donné à mademoiselle Harwood des raisons d'espérer ?» Carster rougit profondément. « C'est intolérable. » Mes attentions étaient toujours innocentes. Un mot par-ci, une politesse par-là. Elle les a pris pour plus. Tu ne peux pas me reprocher son délire. La voix de Holmes était douce comme la soie. Et pourtant, elle parlait de vœux, murmurait des promesses. Une dame de bonne famille n'inventerait sûrement pas de telles choses. Carster frappa le bureau du plat de la main. « Je te le dis, Holmes, elle s'est trompée. Je n'ai jamais voulu. » Holmes l'interrompit doucement. « Alors pourquoi, monsieur, lui avez-vous procuré ces mêmes cloches qu'elle portait dans sa manche ?» Le visage de Carster perdit toute couleur. « Que veux-tu dire ?» Holmes sortit de sa poche le fragment de reçu qu'il avait récupéré chez l'automate. « Ce reçu porte votre signature, Harold Carstairs. Vous avez acheté les carillons il y a moins de 15 jours. Le niez-vous » Carster se laissa retomber sur sa chaise et souffler. Pendant un long moment, le seul bruit fut le tic-tac d'une horloge. Finalement, il murmura « Oui, je les ai achetés. Elle m'a supplié. Elle a dit qu'elle ne dérangerait pas Eleanor. Elle souhaitait seulement une plaisanterie, un déguisement. Je pensais que c'était inoffensif. » Holmes se pencha en avant, les yeux brillants. « Et quand elle s'en est servie pour tourmenter votre fiancé ?» Le visage de Carster se déforma. « Je n'ai pas pu l'arrêter. Elle a menacé de révéler... » Il s'interrompit brusquement. « Révéler quoi ?» insista Holmes. Les mains de Carster se crispèrent. « Rien qui te concerne. »« Au contraire, » dit Holmes à voix basse. « Cela concerne mademoiselle Blake au plus profond de son cœur. Dites-moi, monsieur Carstairs, quelle emprise Agnès Harwood avait sur vous? Était-ce une dette, une promesse de mariage, ou quelque chose de plus sombre ?» Carster se leva, son sang-froid brisé. « Assez. Je n'en dirai pas plus. Si Eleanor apprend cela, si vous lui empoisonnez l'esprit... » Holmes se leva également, sa silhouette élancée dominant la pièce. « Ce n'est pas moi qui empoisonne, mais vous. Votre conduite, monsieur, a tissé ce tissu de jalousie et de tromperie. Vous avez fait miroiter votre affection à deux femmes, et maintenant l'une persécute l'autre tandis que vous plaidez l'innocence. Mademoiselle Blake mérite la vérité, aussi désagréable soit-elle. » Les épaules de Carster s'affaissèrent. « Tu vas me ruiner !» Le regard de Holmes était glacial. « Vous avez tout gâché.
Mais croyez-moi, monsieur Carster, si vous tenez à votre mariage et à votre réputation, vous veillerez à ce qu'Agnès Harwood ne trouble plus Miss Blake. Une seule récidive, et je dévoilerai au monde la preuve de votre complicité. » Carster s'affala sur sa chaise, se couvrant le visage des mains. Nous le laissâmes ainsi, intimidé par le poids de sa propre duplicité. Dans le taxi qui me ramenait à Baker Street, je ne pus retenir mon indignation. Holmes, cet homme est méprisable. Se moquer d'Agnès Harwood, puis la trahir et maintenant épouser mademoiselle Blake. Quel honneur a-t-il? Aucun, répondit sèchement Holmes. Mais l'honneur n'est pas la monnaie d'échange de ces hommes. Leurs apparences sont leur monnaie d'échange, et Carster les protégera jalousement. Notre tâche est de veiller à ce que, pour préserver les apparences, ils se retiennent, lui et mademoiselle Harwood. Tu veux dire qu'il pourrait un jour épouser mademoiselle Blake? Holmes soupira. Ce n'est pas à nous de dicter le cœur d'une femme, Watson. Nous pouvons lui dire la vérité. Qu'elle l'accepte ou qu'elle pardonne, c'est son affaire. Mais j'avoue, sa voix s'adoucit alors, que je serais peiné de la voir liée à un tel homme. Elle est douce et mérite mieux. Ce soir-là, tandis que le brouillard s'épaississait sur Londres, Holmes resta longtemps assis dans son fauteuil, silencieux et pensif, les doigts croisés sous le menton. Enfin, il parla. « Il reste un voile à lever, Watson. Nous avons démasqué le persécuteur, exposé la duplicité de l'amant. Mais un crime né de la passion meurt rarement en silence. Je crains que notre adversaire n'ait pas encore joué sa dernière carte. » J'ai frissonné. « Tu parles d'Agnès Harwood ?» Holmes hocha gravement la tête. « Oui. Une femme qui a tant risqué ne cédera pas sans broncher. Écoutez-moi bien, Watson. La prochaine étape lui appartiendra. Et nous devons être prêts. » Chapitre 9. Le calice empoisonné. La prédiction de Holmes se réalisa avec une rapidité alarmante. À peine 2 jours s'étaient écoulés depuis notre confrontation avec Harold Carster, lorsqu'un nouvel appel de Holland Park nous ramena une fois de plus auprès de mademoiselle Eleanor Blake. Cette fois, la terreur avait pris une forme plus subtile, plus insidieuse que des visages voilés ou des vêtements de mariée tachés. Nous la trouvâmes assise à la table du petit salon, les mains jointes devant elle, un plateau d'argent à côté d'elle sur lequel reposait une carafe de vin et 2 verres. Ses joues avaient repris légèrement de couleur, mais ses yeux trahissaient l'insomnie et la fatigue. « Elle a été livrée ce matin, » dit-elle à voix basse, « par le majordome, avec les provisions du jour. Il pensait que cela venait du marchand de vin de ma tante, mais je m'en suis méfié immédiatement. Il n'y avait pas de facture. » Holmes déboucha la carafe, huma délicatement et porta une goutte à sa langue. Son expression s'aiguisa. Comme je m'en doutais. « Watson, goûte ça du bout du doigt. » J'obéis prudemment et reculai aussitôt devant l'amertume qui envahit mon palais. « Holmes, c'est du laudanum. » Du laudanum mêlé à quelque chose d'encore plus âpre. Un alcaloïde de belladone, si je ne me trompe. Une potion capable de stupéfier, voire de tuer, si mademoiselle Blake en avait bu. Notre adversaire est passé de la terreur à la tentative de meurtre. Mademoiselle Blake frissonna, pressant son mouchoir contre ses lèvres. « Que serais-je devenu si j'avais bu ?»« Vous ne l'avez pas fait, » intervint fermement Holmes. « C'est là le fait sur lequel vous devez vous appuyer. Mais il ne s'agit plus d'un méfait, mais d'un crime des plus graves. Le voile n'est plus un divertissement théâtral. Il dissimule une main prête à frapper mortellement. » Holmes fit venir le majordome et l'interrogea longuement. L'homme, un homme respectable d'âge mûr, protesta que le colis était arrivé avec la livraison matinale habituelle. Il portait l'étiquette d'une entreprise réputée de St. James's, mais il ne pouvait jurer de l'identité de l'adresse. Holmes examina l'étiquette sous son verre. La contrefaçon est maladroite. La boucle du B trahit une main féminine. Notre fantôme devient imprudent. Madame Wetherby, convoquée pour témoigner, poussa un cri d'horreur. « Alors cette créature, cette Agnès Harwood, a cherché à empoisonner ma nièce. Monsieur Holmes, vous devez appeler la police immédiatement. » Holmes secoua la tête. « Pas encore. La police commettra une erreur et notre proie pourrait bien s'échapper. Accordez-moi une nuit de plus.
J'aurai la preuve qui la rassurera. » Carster, qu'on avait fait venir, entra dans la pièce pendant cette discussion. Il était pâle, les lèvres pincées. Quelle nouvelle folie est-ce là? Du poison? Voulez-vous dire qu'Agnès s'abaisserait à une telle infamie? Le regard de Holmes était froid. Tout porte à croire que oui, à moins effectivement qu'une autre main n'ait apporté la boisson. Carster rougit. Tu oses insinuer? Je n'insinue rien, répondit Holmes, mais j'observe beaucoup. Vous, monsieur, lui avez procuré les carillons qui ont donné à son déguisement tout son éclat. Vous l'avez d'abord protégée. Peut-être la protégez-vous encore. Les poings de Carster se crispèrent, mais il se contrôla. Si elle a fait ça, je ne peux plus rien pour elle. Je ne laisserai pas Éléanore en danger. Fais ce que tu dois, Holmes. Démasque-la si tu peux. Mademoiselle Blake détourna le visage, mais je ne pus ignorer l'ombre d'angoisse qui le traversait. L'image de son fiancé déchiré entre loyauté et culpabilité ne pouvait que la blesser. Cette nuit-là, Holmes m'a exposé son plan. « Watson, notre adversaire croit que mademoiselle Blake est intimidée et sans méfiance. Elle tentera à nouveau sa chance, peut-être pas avec du poison, mais avec un coup plus audacieux. Nous devons être prêts. Ce soir, nous n'attendrons pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Toi et moi patrouillerons dans le jardin, silencieux et vigilants. Si le fantôme revient, elle trouvera le piège inversé. C'est ainsi que, vers minuit, nous nous sommes postés parmi les arbustes du jardin de Holland Park, emmitouflés contre le froid mordant. Derrière nous, la maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une unique lampe dans la chambre de mademoiselle Blake. Le givre argentait le gravier, et l'air était si calme que le moindre bruit se propageait. Nous avons attendu 1 heure puis 2, les membres raides, l'oreille tendue. Enfin, un bruissement perturba le lierre le long du mur d'enceinte. Une silhouette vêtue de noir descendit d'un pas léger, le voile flottant, le carillon argenté inimitable. Elle se glissa vers la maison avec une grâce féline, une petite fiole luisante à la main. Le murmure de Holmes interrompit la nuit. « Maintenant, Watson !» Nous nous sommes précipités ensemble. La silhouette pivota en poussant un cri, fonçant vers le treillis. Holmes attrapa son voile et le déchira, révélant le visage pâle et désespéré d'Agnès Harwood. Elle se débattit avec acharnement, la fiole déversant son contenu sur le givre, mais la poigne de Holmes était de fer. « Assez, madame !» s'écria-t-il. « Votre mascarade est terminée. Vous êtes démasquée comme empoisonneuse. Devons-nous appeler la police ou allez-vous avouer devant votre cousin ?» Elle tomba à genoux en sanglotant. « Je voulais seulement la rendre malade, l'effrayer et l'éloigner de lui. Je ne supporterais pas de les voir se marier. » Le visage de Holmes était sévère. « Vous avez dépassé la jalousie pour commettre un crime. Un pas de plus, et vous auriez eu le sang sur l'âme. Relevez-vous. Vous devez affronter Lady Darnell. » Dans la maison, Lady Darnell accueillit la confession de sa cousine avec un mélange de fureur et de chagrin. « Vous avez déshonoré mon nom, » dit-elle. « Vous ne passerez pas un jour de plus sous mon toit. » Agnès s'accrocha à elle. « Ne me rejette pas. J'ai été rendue folle par l'amour trahi, par les promesses d'Harold. » Carster, présent sur les lieux, pâlit. Mensonge. Je n'ai rien promis, mais Holmes leva la main. Assez. L'heure du déni est révolue. Mademoiselle Harwood vous a démasqué par sa passion, et je l'ai confirmé par mes preuves. Les cloches, le voile, le poison, tout cela remonte à votre complicité, active ou passive. Vous pouvez tergiverser, monsieur, mais la vérité est simple. Vos aventures ont conduit cette pauvre créature au désespoir. Les lèvres de Carster remuèrent silencieusement. Mademoiselle, Blake, pâle comme la mort, se tourna vers lui, les yeux brillés non par la peur, mais par un profond mépris. « Harold, » murmura-t-elle, « est-ce vrai ?» Il hésita, puis baissa la tête. Le silence était plus éloquent que les mots. Holmes s'avança. « Mademoiselle Blake, le voile est tombé. Vous voyez devant vous le prix d'une confiance mal placée. Votre persécuteur n'était pas un fantôme, mais une femme méprisée,
et l'homme que vous pensiez être votre protecteur était son traître. Le choix de votre avenir vous appartient désormais. Chapitre 10. Les fiançailles brisées. La scène qui suivit restera gravée dans ma mémoire comme l'une des plus poignantes que j'ai jamais vues au cours de ma collaboration avec Sherlock Holmes. Le salon de Lady Darnell était plongé dans le silence, ses lampes projetant de longues ombres sur le tapis. Agnès Harwood, échevelée et en pleurs, était accroupie sur le tapis du foyer, tandis qu'Harold Carster se tenait figé près de la cheminée, le visage gris de honte. Lady Darnell était assise bien droite sur sa chaise, les mains jointes, les yeux brillants d'indignation. Au centre, pâle mais posée, se tenait Eleanor Blake, le regard fixé sur son fiancé avec un calme plus terrible que la colère. « Harold, dit-elle doucement, je te le demande encore une fois, est-il vrai que tu as joué avec l'affection de ma cousine? As-tu tenu ces promesses que tu as ensuite rompues ?» Carster remua, mal à l'aise, puis tenta un sourire qui ne fit qu'accentuer sa pâleur. « Éléanor, tu ne dois pas croire les délires d'une femme jalouse. Agnès s'est trompée. Elle... » « Assez, » interrompit froidement Holmes. « Les délires de mademoiselle Harwood sont corroborés par des preuves. J'ai ici le reçu des cloches que vous avez achetées pour son service. J'ai le gant taché de la marque de la rencontre d'hier soir. Et j'ai ses aveux, faits en votre présence. » Persister dans le déni est vain. Carster tendit la main, désespéré. « Très bien. J'ai bien témoigné quelques attentions à Agnès. Des paroles futiles, rien de plus. Je ne l'ai jamais aimée, je n'ai jamais envisagé le mariage. Si elle a choisi de l'imaginer, suis-je responsable? Vous ne pouvez tout de même pas me condamner pour une indiscrétion de jeunesse, Eleanor ?» Les lèvres de mademoiselle Blake tremblaient, mais sa voix restait ferme. « L'indiscrétion, Harold, c'est un regard ou un mot prononcé à la légère. Ce que vous avez fait était une trahison. Vous l'avez courtisé, lui avez murmuré des vœux, encouragé ses espoirs, et quand la fortune m'a souri, vous l'avez rejeté. Je ne lierai pas ma vie à un homme dont l'honneur est si peu glorieux. »« Éléanor !» Il s'élança et lui saisit les mains. « Tu ne peux pas parler de notre mariage. »« Je t'en libère, » dit-elle fermement en retirant ses mains. « Mieux vaut le chagrin maintenant que la misère à vie. » Agnès poussa un cri sourd, mi-triomphe, mi-désespoir. Carster recula en titubant, le visage marqué par la fureur. « Tu vas le regretter, Éléanor. Sans moi, quelle protection as-tu? Tu fais confiance à ce détective indiscret. » La voix de Holmes le coupa net, froide et tranchante comme l'acier. « Assez, monsieur. Quittez cette maison. Vous êtes congédié par votre fiancé et par l'honneur. Remerciez la Providence que la compassion de mademoiselle Blake vous protège du box des accusés, car votre conduite frise la conspiration. » Les lèvres de Carster s'agitèrent comme pour répliquer, mais les mots moururent. Il prit son chapeau et sortit de la pièce à grands pas, le claquement de la porte résonnant comme un coup de feu. Le silence régna. Mademoiselle Blake s'affaissa sur une chaise, son sang-froid s'effaçant enfin. Lady Darnell se leva et posa une main sur son épaule. « Mon enfant, vous avez fait un choix judicieux, même si ce choix vous déchire le cœur. Un mari sans honneur n'est pas un mari. » Agnès tremblante s'avança en rampant. « Éléonore, peux-tu me pardonner? J'étais aveuglée, folle. J'aurais voulu que tu partes, mais pas, oh, pas pour te tuer. » Éléonore leva son visage baigné de larmes. « Agnès, tu m'as fait un tort cruel, mais je te plains plus que je ne te déteste. Puisses-tu trouver la paix dans le repentir ?» La jeune fille serra la main de sa cousine en sanglotant. Holmes, qui avait observé la scène d'un œil impénétrable, se tourna alors vers Lady Darnell. « Votre cousine doit être emmenée de Londres, madame, et placée dans un endroit où le calme et la protection pourront lui rendre la raison. La justice pourrait la réclamer, mais je pense que la clémence est la meilleure solution, à condition qu'elle n'importune plus Miss Blake. » Lady Darnell s'inclina gravement. « Ce sera fait. Elle m'accompagnera demain chez ma sœur à la campagne. Elle y restera jusqu'à ce que son moral soit rétabli. »
Holmes inclina la tête. Alors, le danger est écarté. Mademoiselle Blake, vous pouvez être tranquille. En rentrant à Baker Street ce soir-là, je ne pus m'empêcher de remarquer l'extraordinaire tournure des événements. Holmes, vous avez non seulement résolu un mystère, mais aussi rompu des fiançailles. N'êtes-vous pas peiné d'avoir brisé le bonheur de Mademoiselle Blake ? Holmes sourit faiblement. Mon cher Watson, mieux vaut un bonheur brisé qu'une vie ruinée. Carster était un homme sans scrupules. Tôt ou tard, sa trahison aurait été révélée. Mademoiselle Blake est désormais épargnée par des années de chagrin. C'est, à mon avis, la réussite. J'ai secoué la tête. Et Agnès Harwood, c'est une femme plus victime de péché que de péché, bien que ses méthodes fussent monstrueuses. Son crime était né de la passion, et non de la malveillance. Le temps et la réclusion pourraient la guérir. Mais n'oublions pas, Watson, que le voile n'était qu'un masque. Derrière lui se cachait le drame éternel de l'amour, de la jalousie et de la trahison. De tels drames sont source de plus de tragédies que tous les arsenaux de l'Europe. Il s'adossa à son fauteuil, les yeux mi-clos, un filet de fumée s'échappant de sa pipe. L'affaire de la mariée sous le voile noir est close, mais quelque part à Londres, ce soir, un autre voile se lève, un autre cœur complote en silence, et quand il s'éveillera, mon ami, ses yeux s'ouvrirent, brillants. Nous serons prêts. Chapitre 11. Écho dans le brouillard. Bien que Holmes ait déclaré l'affaire close, les événements prouvèrent à le contraire. Baker Street connut une accalmie pendant plusieurs jours. Holmes s'occupa de monographies sur des variétés obscures de cendres de cigares et de résidus chimiques, tandis que je reprenais mes activités, reconnaissant du retour à la routine. Pourtant, l'histoire de la mariée sous le voile noir s'était répandue discrètement parmi nos connaissances, et j'avoue que la vision de ce visage pâle et voilé à la fenêtre m'assistait souvent dans des rêves troublés. C'est le 4e soir après le renvoi de Carster qu'on frappa à notre porte, annonçant l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Il entra avec sa vivacité familière, ses petits yeux perçants scrutant les alentours comme s'il cherchait de la contrebande. Holmes l'accueillit avec un sourire narquois. « Lestrade, dites-moi, je vous prie, que vous n'êtes pas venu arrêter Watson. »« Rien de si dramatique, » dit l'inspecteur d'un ton sec. « Mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir qu'Harold Carster est en garde à vue. »« En garde à vue » m'écriai-je. « Pour quelle accusation ?»« Faux et fraude, » répondit Lestrade. « Nous le surveillons depuis des mois. Les comptes de son entreprise étaient pourris. Faux connaissements, navires hypothéqués 2 fois, assurances perçues sur des cargaisons qui n'ont jamais quitté le port. Nous avons remonté toute l'affaire jusqu'à lui. Un escroc astucieux mais négligent. Hier, son associé Gibb a témoigné contre King. Carster comparaîtra devant les tribunaux dans 1 mois. Holmes haussa les sourcils de satisfaction. Le masque est enfin tombé. Je m'en doutais en voyant l'éclat de désespoir dans son regard. Dites-moi, Lestrade, Mademoiselle Blake a-t-elle été impliquée dans ces affaires ? Lestrade secoua la tête. Non, la fortune de la dame est intacte, mais elle a eu de la chance. Si elle l'avait épousé, sa dot aurait disparu comme le reste. Le regard de Holmes s'adoucit. Alors, elle doit sa liberté non seulement à son courage, mais aussi aux circonstances. Elle l'a échappé belle, en effet. Le lendemain matin, nous avons reçu un mot d'Eleanor Blake en personne, écrit d'une écriture plus ferme qu'auparavant. Elle nous suppliait de lui rendre visite, car elle avait des nouvelles importantes. Nous l'avons trouvée dans le petit salon, plus calme et plus sereine, sa tante à ses côtés. « J'ai décidé, » dit-elle avec une dignité tranquille, « de quitter Londres pour un temps. Le scandale pèse lourd, même si, grâce à Dieu, il ne m'appartient pas. Ma tante et moi allons vivre chez des amis à Bath, en attendant que ces nuages se dissipent. » Holmes inclina la tête. Sage décision. Les eaux de Bath apaiseront, et sa distance fera taire les commérages. Mais pardonnez-moi, mademoiselle Blake, vos yeux ne sont pas ceux d'une personne abattue. Je crois que vous envisagez l'avenir avec espoir. Un léger sourire éclaira ses lèvres. Peut-être,
J'ai appris une douloureuse leçon, monsieur Holmes, mais non sans gratitude. J'ai vu le masque de la tromperie se déchirer, et j'ai ressenti la force de la vérité. Elle m'a blessé, mais pas détruite. Son courage m'a profondément touché. Lady Darnell, cependant, était moins optimiste. La question principale concerne Agnès. Elle est avec ma sœur à la campagne, calme mais agitée. Je crains que son esprit ne soit encore obsédé par Harold, bien qu'il soit ruiné. L'expression de Holmes devint grave. Veillez à ce qu'elle soit protégée avec bienveillance. Un cœur blessé par la trahison est lent à guérir. Négligé, il peut s'infecter. Soigné, il peut encore guérir. Après avoir pris congé, Holmes et moi avons marché ensemble dans les rues embrumées. Voyez-vous, Watson, songea-t-il, comme la passion déforme la raison. Agnès Harwood, poussée par la jalousie, est devenue le fantôme du voile. Harold Carstairs, poussé par la cupidité, est devenu un faussaire. Et Eleanor Blake, guidée par l'honneur, a préservé son âme. 3 acteurs, un même drame, et pourtant chacun a choisi une voie différente. « Et vous, Holmes ?» demandai-je. « Quel chemin choisissez-vous » Il m'a lancé un regard en coin, les yeux brillants d'ironie. « Le chemin de l'observation, mon cher. Les autres vivent à la pièce. Moi, je regarde depuis l'orchestre. » Nous avons marché en silence jusqu'à ce que le brouillard se soit refermé sur nous. Et j'ai pensé que même si l'affaire était terminée, ces échos persistaient encore, dans les cœurs brisés, dans les fortunes ruinées, et dans le léger parfum de violette qui semblait hanter l'air même de Baker Street. Chapitre 12. La dernière visite de la dame voilée. C'était une sombre soirée de mars lorsque l'affaire, que je croyais close depuis longtemps, nous revint avec une force surprenante. Un épais brouillard s'abattait sur les fenêtres de Baker Street, et le feu flamboyait faiblement dans la cheminée. Holmes s'était allongé sur le canapé, son violon à côté de lui, tandis que j'étais assis avec mes notes, essayant de mettre de l'ordre dans notre aventure. Soudain, on frappa timidement, suivi de l'entrée de Madame Hudson, qui annonça une dame qui attendait en bas. Les yeux de Holmes s'ouvrirent langoureusement. « Décrivez-la, Madame Hudson. » Grand monsieur, vêtu de noir, voilé. Holmes se redressa d'un bond avec un cri de triomphe. « Watson, le rideau se lève à nouveau. Faites-la entrer. » La porte s'ouvrit et Agnès Harwood entra. Le voile était tiré comme auparavant, mais sa démarche manquait de la confiance du fantôme. Elle était hésitante, lasse. Elle baissa le voile et révéla un visage pâle de contrition, les traces de larmes récentes sur ses joues. « Monsieur Holmes, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « je n'avais aucun droit de venir, mais je n'ai pu me reposer avant d'avoir parlé. Je quitte l'Angleterre demain, et je vous prie de m'écouter. » Holmes s'inclina gravement. « Vous n'avez pas besoin de permission, madame. Veuillez vous asseoir. Watson, une chaise. » Elle s'y enfonça les mains jointes. « Vous savez tous que j'ai tourmenté Éléonore, que j'ai joué le fantôme pour l'effrayer et la faire fuir Harold. Vous ne pouvez pas me mépriser plus que je me méprise moi-même. Mais il y a une chose que je dois encore confesser, sinon la culpabilité me poursuivra au-delà des mers. » Holmes se pencha en avant, le regard perçant. « Vas-y. » Ce n'était pas seulement la jalousie qui me poussait. Harold, il m'a égaré plus que tu ne le penses. Il m'a juré que si je le débarrassais d'Éléonore, il m'épouserait. Il m'a donné de l'argent, a encouragé mes complots, m'a même poussé à prendre des mesures plus sévères. Le poison. Elle frissonna. C'était sa suggestion. Je pensais que si elle tombait malade, elle romprait l'alliance elle-même. Je comprends maintenant qu'il n'a jamais eu l'intention de me marier, seulement de m'utiliser. Les yeux de Holmes brillèrent de froidement. « Votre franchise arrive tard, mademoiselle Harwood, mais elle confirme ce que je soupçonnais. Carster n'était pas un dupe passif, mais le principal instigateur. Son arrestation pour fraude épargne à mademoiselle Blake de nouveaux dangers, mais pas de chagrin. » Agnès enfouit son visage dans ses mains. « Je pars demain avec Lady Darnell. Nous irons en France, puis en Italie. Je ne reviendrai pas. Dis à Éléonore que je me repens et que je prie pour qu'elle trouve le bonheur. » Holmes la regarda en silence un instant, puis parla avec une douceur inhabituelle. « Va donc,
et efforce-toi de reconstruire ta vie. Tu as péché, mais tu n'es pas irrécupérable. Laisse le voile derrière toi. Il a causé assez de mal. » D'une main tremblante, elle retira la gaze noire de sa tête et la posa sur la table. « Le voile est tombé, » murmura-t-elle. Puis, s'inclinant profondément, elle partit, le bruissement de ses jupes s'estompant dans l'escalier. Holmes resta un long moment immobile, les yeux fixés sur le voile abandonné. Finalement, il se leva, le ramassa et le jeta dans le feu. Les flammes jaillirent, consumant le tissu noir jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une volute de fumée. « Voilà, » dit-il doucement, « la dernière ombre du fantôme a disparu. J'ai expiré le souffle que je ne savais pas retenir. Alors l'affaire est vraiment close. » Le sourire de Holmes fut fugace, presque mélancolique. « D'une certaine manière, c'est fini, Watson, mais d'une autre, ça ne finira jamais. Tant que les hommes tromperont et que les femmes souffriront, il y aura des voiles, tissés non pas de soie, mais de mensonges. Notre tâche est de les percer dès que possible. » Il se tourna vers le feu, la lumière vacillant sur ses traits aquilins. Et moi, en l'observant, je sentais que même si l'affaire de la mariée sous le voile noir était close, le souvenir de ce visage pâle à la fenêtre hanterait nos rêves pendant de nombreuses nuits. Chapitre 13. Nouvelles de Bath. Ce n'est que quelques semaines plus tard, alors que les premiers bourgeons du printemps commençaient à adoucir la morosité londonienne, que l'affaire de la mariée sous le voile noir nous revint sous forme de lettre. J'avais passé la matinée à mon cabinet médical et, de retour à Baker Street, j'avais trouvé Holmes à la fenêtre, une pipe aux lèvres, une feuille de papier délicatement tenue entre ses longs doigts. Son visage, parfois aussi impénétrable que le marbre, était adouci par une sorte de satisfaction. « Ah, Watson, » dit-il, « vous arrivez à temps. Voici des informations de Bath. Notre client nous écrit. »« Mademoiselle Blake ?» demandai-je avec empressement. En effet, il me tendit la lettre. « Lis-la toi-même. »« Mon cher monsieur Holmes, j'écris le cœur en paix. Les eaux et l'air de Bath ont restauré ma santé et mon moral. Le scandale qui pesait tant sur moi a déjà commencé à s'estomper dans les conversations mondaines, remplacées par des histoires plus récentes. Je vous suis infiniment reconnaissant pour le service que vous m'avez rendu, et je ne pourrai jamais rembourser ma dette. Ma tante et moi avons décidé de rester ici quelques mois de plus. La disgrâce de M. Carster est publique, et je remercie le ciel de ne pas lui être lié. Quant à Agnès, Lady Darnell m'informe qu'elle a supporté le voyage à l'étranger avec courage, et qu'elle est plus calme ces derniers temps. Puisse le temps lui apporter le repentir et la paix. Avec ma plus profonde gratitude, Eleanor Blake. » J'ai déposé la lettre avec un soupir de soulagement. Alors elle est saine et sauve, Holmes, saine et sauve. En sécurité, oui, murmura-t-il, mais la liberté du cœur est une question plus complexe. Percevez-vous la retenue dans ces paroles? De la gratitude sans chaleur, de la paix sans joie. Elle a subi une blessure qui pourrait mettre du temps à guérir. Tu as pitié d'elle. Je la respecte, dit Holmes en tapotant sa pipe contre la grille. Elle a eu le courage de rompre un lien alors qu'il était pourri à la racine. Beaucoup de femmes se seraient accrochées à l'apparence de l'honneur, craignant le scandale plus que le malheur. Eleanor Blake n'est pas de cette trempe. J'ai hoché la tête gravement. Et Carster? Les yeux de Holmes brillèrent. Carster attend son procès. Les preuves de fraude sont accablantes. Il purgera sa peine, et lorsqu'il sortira, la société ne lui accordera plus aucune place. Une fin digne pour celui qui a trompé 2 femmes et trahi sa confiance d'homme d'affaires. Ce soir-là, nous avons soupé tranquillement, mais je n'ai pas pu m'empêcher de demander à quoi Holmes avait pensé depuis la lecture de la lettre. « Vous semblez agité, Holmes, bien que l'affaire soit close. » Il sourit faiblement. « Agité peut-être, mais pas insatisfait. Voyez-vous, Watson, le véritable drame ne résidait ni dans le voile, ni dans le poison, ni dans la poursuite à travers les jardins gelés. Il résidait dans le cœur humain, dans la jalousie, la trahison, le courage.
Le voile n'était qu'un symbole, un tissu tendu sur la vérité. Percer de tels voiles est ma vocation. Vous parlez presque philosophiquement, dis-je. Holmes se renversa en arrière, les yeux mi-clos. Peut-être. Mais n'oubliez pas, Watson, bien que cette affaire soit close, le monde est plein de voiles qui restent à lever. Le brouillard de Londres recèle 1000 mystères. Ce soir, une épouse est sauvée, un intrigant est châtié, un scélérat est démasqué. Demain, qui sait? Il se leva, sa haute silhouette se découpant sur la lueur du feu, et décrocha son violon. Les premiers accords d'une mélodie plaintive emplirent la pièce, envoûtante et tendre. Je restai assis en silence, l'observant, et pensais à Eleanor Blake arpentant le croissant de lune à Bath, le voile du chagrin se levant lentement de son front. Chapitre 14. La réflexion de Watson. L'affaire de la mariée sous le voile noir, bien qu'apparemment résolue, persistait dans mon esprit longtemps après la chute du rideau. Les semaines se transformèrent en mois, et pourtant, lorsque le brouillard s'épaississait sur Baker Street, ou que j'apercevais le faible reflet d'un voile sur un passant, le souvenir s'éveillait. Peut-être était-ce cette combinaison particulière de romantisme et de crime, ces cœurs enlacés, à couteau tiré, qui rendait cet épisode si indélébile. Ou peut-être était-ce l'aperçu qu'il me donnait de Holmes lui-même, le raisonneur impitoyable dont le cœur, bien qu'il le niât, n'était pas insensible à la pitié. Holmes parle peu de l'affaire après l'arrivée de la lettre de mademoiselle Blake. Pour lui, ce n'était qu'un nœud de plus noué, un voile de plus percé, une affaire de plus classée dans les classeurs bien rangés de son esprit. Pourtant, je l'avais vu se pencher avec douceur vers notre cliente. J'avais perçu dans sa voix une rare note d'admiration lorsqu'il louait son courage. Cela, plus que toute déduction, révélait la vérité. Même Holmes, qui ne vivait que de logique, savait reconnaître la noblesse du cœur d'une femme. On n'entendit guère parler d'Agnès Harwood. Un bref mot de Lady Darnell, écrit de Florence, nous parvint, nous informant que sa cousine était abattue, repentante et absorbée par le dessin et la musique. « Elle n'a plus fait preuve de violence, » disait la lettre, « et si le remords peut la purifier, elle pourrait encore recouvrer son courage. » Holmes lut cela avec un grognement évasif, mais je crus voir une lueur de soulagement passer sur son visage perçant. Le sort d'Harold Carstairs, en revanche, devint de notoriété publique. Le procès fut rapide et accablant. La presse rapporta en détail ses fraudes, ses magouilles auprès des commerçants et des assureurs, et ses extravagances inconsidérées. Il fut condamné à plusieurs années de travaux forcés. Lorsque je fis remarquer qu'Eleanor Blake avait eu la miséricorde de ne pas avoir apporté son nom, Holmes se contenta de répondre « Elle doit autant à son propre discernement qu'à mon intervention. Je n'ai fait que lui fournir la lentille. Elle a eu le courage de voir. » C'est par une douce soirée du début mai que Holmes et moi étions de nouveau assis à notre fenêtre habituelle, les réverbères à gaz scintillant dans la pénombre, que j'ai osé un dernier mot sur le sujet. « Holmes, si vous le permettez, j'aimerais consigner cette aventure dans mes notes. Elle n'a peut-être pas la même ampleur que l'affaire Baskerville, mais elle a, je crois, un mérite particulier. »« Comme vous le voudrez, mon cher, » répondit-il en faisant tomber la cendre de sa pipe. « Omettez simplement les détails les plus théâtraux, sinon nos lecteurs vous accuseront de broutille. » J'ai souri. Au contraire, je crains qu'aucune broderie ne puisse surpasser la vérité. Le visage voilé à la fenêtre, la carafe empoisonnée, la fuite dans le jardin givré. Les yeux de Holmes pétillèrent. C'est vrai. La vie, Watson, est le plus grand dramaturge de tous. Notre humble tâche consiste simplement à en consigner les scènes les plus insolites. Il se retourna vers le feu dont les braises brûlaient sans interruption. Nous restâmes un moment assis en silence, ce silence qui lie les amis plus étroitement que la parole. Enfin, il reprit la parole, doucement, presque pour lui-même. « Un voile, Watson, qu'il soit de soie ou de tromperie, n'existe que pour être levé. C'est notre métier et notre malédiction. Ainsi s'achève le récit de la mariée sous le voile noir.
une histoire de jalousie masquée de dentelle, d'honneur mis à l'épreuve par la tromperie, d'amour trahi mais de dignité préservée. Si ces leçons sont sombres, elles ne sont pas dénuées de lumière, car dans le courage inébranlable d'Eleanor Blake, j'ai vu un esprit inébranlable, et dans la poursuite incessante de Sherlock Holmes, j'ai vu le voile du mystère une fois de plus déchiré par le tranchant acéré de la vérité. Chapitre 15. Rétrospective de l'affaire. Quand je repense à l'affaire de la mariée sous le voile noir, elle me semble moins une histoire criminelle qu'une histoire de passion qui pousse hommes et femmes dans des chemins obscurs. Mon ami Holmes, avec son mépris habituel pour le sentimentalisme, la qualifiait d'étude de la jalousie, utile surtout pour rappeler que la logique doit percer même la gaze la plus épaisse. Pourtant, pour moi, cette affaire persiste non pas comme un recueil de déductions, mais comme un drame moral se déroulant sur la scène londonienne plongée dans le brouillard. Holmes, avec cette étrange prévoyance dont j'avais appris à ne jamais douter, m'avait prévenu qu'Agnès Harwood ne renoncerait pas facilement à ses projets. Il avait raison. Elle avait poussé sa vengeance jusqu'au meurtre, et sans sa vigilance, la jeune vie d'Eleanor Blake aurait pu être écourtée. Pourtant, lorsque le voile fut enfin déchiré, que vîmes-nous? Non pas un démon, mais une femme consumée par l'amour et poussée à la folie par la trahison. Le visage derrière le voile était humain, pitoyable et tragiquement égaré. Et Harold Carstairs, que dire de lui? Sa duplicité me dégoûtait plus profondément que les excès d'Agnès. Elle, au moins, était emportée par la passion. Lui, d'un égoïsme froid, semant l'affection là où il n'avait jamais eu l'intention de la récolter, trahissant un cousin et trompant l'autre. Sa ruine était inévitable, et la justice finit par lui être rendue. Holmes remarquait sèchement qu'un homme qui triche en amour trichera en affaires, et il en fut ainsi. Sa condamnation fit la une de tous les journaux, son nom déshonoré. On se demande si la lourde sentence des tribunaux l'a plus blessé que la douce sentence des adieux d'Eleanor. Je ne peux oublier Eleanor Blake elle-même. Pâle, d'apparence fragile mais résolue d'esprit, elle supporta cette épreuve avec une dignité rare, même chez les natures les plus fortes. Quand vint l'heure de rompre ses fiançailles, elle le fit sans broncher, privilégiant l'honneur à la commodité. Je voyais en elle cette force tranquille que Holmes lui-même, malgré sa froideur, ne pouvait s'empêcher d'admirer. « Elle a le courage d'un soldat », me murmura-t-il un jour, mais elle le porte avec un gant de soie. C'était, de la part de Holmes, un véritable éloge. Le sort d'Agnès Harwood demeure incertain. Nous avons appris par Lady Darnell qu'elle s'était installée quelque temps à Florence, où elle peignait des paysages et trouvait réconfort dans la solitude. Je ne sais si son repentir s'est transformé en paix ou en amertume. Holmes haussa les épaules lorsque je l'interrogeai. « Certains voiles, dit-il, restent levés, et il ne nous appartient pas toujours de les lever. Pour ma part, cette affaire m'a laissé une empreinte indélébile. Je revois encore le jardin givré, l'ovale vacillant d'un visage à la fenêtre, le faible tintement des cloches cachées, le frisson de la poursuite, l'éclair soudain de la lanterne, la déchirure du voile, tout me revient avec une vivacité qui fait battre mon cœur encore aujourd'hui. Pourtant, au-delà du drame, c'est la leçon dont je me souviens le plus clairement. Sous chaque voile, aussi sinistre soit-il, se cache une âme humaine, aux prises avec ses propres désirs et ses propres faiblesses. Holmes se moquerait de telles réflexions. Pour lui, une affaire est une énigme à résoudre, un nœud à dénouer. Mais moi, qui étais à ses côtés, je ne peux oublier les cœurs qui palpitent sous ces déguisements. C'est pourquoi je le rapporte ici, afin que d'autres puissent constater non seulement l'éclat des déductions de Sherlock Holmes, mais aussi la fragilité et la noblesse des esprits humains qui y sont impliqués. Ce soir-là, alors que je posais ma plume, Holmes, resté silencieux pendant 1 heure, leva les yeux de son violon. « Watson, dit-il, je vois que vous avez écrit les dernières lignes de notre petit mélodrame. Vous supprimerez bien sûr les noms. » « Certainement.
répondis-je. La discrétion l'exige. Il sourit faiblement. Alors, écris-le, mon ami, non pas comme une affaire personnelle, mais comme le récit d'une vie. Et quand notre journée sera terminée, peut-être qu'un lecteur ouvrira tes pages et verra que la vérité, aussi voilée soit-elle, finira toujours par trouver la lumière. Sur ce, il retourna à sa musique, et moi, en écoutant les notes mélancoliques, je sentis que l'affaire de la mariée sous le voile noir avait laissé sa marque non seulement sur Eleanor Blake et Agnès Harwood, mais aussi sur Holmes et moi-même. Chapitre 16. L'épilogue de Watson. En relatant les détails de cette affaire singulière, je me suis efforcé d'être fidèle non seulement aux faits tels qu'ils se sont déroulés, mais aussi à l'atmosphère qui les entourait. Les brouillards de Londres, le silence des jardins à minuit, le frémissement des voiles de soie sur le verre dépoli. Pourtant, en refermant ce manuscrit, je ne peux m'empêcher de réfléchir à ce que cette aventure a révélé du cœur humain et de mon compagnon, Sherlock Holmes. Holmes a souvent soutenu que le sentiment est une intrusion dans la raison, une faiblesse qu'il ne peut se permettre. Pourtant, dans ces rares moments où le voile de sa réserve se lève, je perçois qu'il n'est pas insensible à la souffrance humaine. Sa douceur envers Eleanor Blake, sa compassion mesurée pour Agnès Harwood et sa sévère réprimande envers Harold Carster trahissaient un sens moral aussi aigu que son intelligence, même s'il le nierait avec un sourire. Il appelle cela de la logique. Moi qui le connais mieux, j'appelle cela de la justice. Nous avons laissé Eleanor Blake à Bath, l'esprit meurtri mais non brisé. Le temps, j'en suis sûr, lui rendra le bonheur, peut-être même l'amour, mais avec un regard plus clair et un cœur plus fort. Harold Carstairs est toujours en prison, un avertissement pour ceux qui pratiquent la tromperie. Et Agnès Harwood, pauvre âme égarée, a disparu dans l'anonymat de terres étrangères. Qu'elle ait trouvé le repentir ou la ruine, je l'ignore. Peut-être vaut-il mieux laisser ce voile intact. Pour moi, le souvenir de cette affaire est lié à une image avant tout. L'éclair soudain de la lanterne de Holmes sur ce visage pâle et voilé à la fenêtre. À cet instant, le fantôme se dissipa, et ce qui resta n'était plus un spectre, mais une femme, fragile, furieuse et tragiquement humaine. C'est une leçon que je n'oublierai pas. Derrière chaque déguisement, aussi effrayant soit-il, se cache un cœur qui bat. Un soir, quelques semaines plus tard, j'en parlais à Holmes assis au coin du feu. Il écoutait, les yeux mi-clos, la fumée de sa pipe s'élevant paresseusement. Finalement, il dit « Tu deviens sentimental, Watson. Mais tu as peut-être raison. Derrière le voile se cache toujours une main humaine, une faiblesse, un désir. C'est à moi de la découvrir, à toi de me rappeler qu'une fois dévoilée, elle est faite de chair et de sang. » Il retomba dans le silence, et l'archet de son violon lança bientôt une mélodie envoûtante, mélancolique et tendre. En l'écoutant, je sentis que malgré tous ses dénégations, le cœur de Holmes n'était pas aussi froid qu'il le prétendait. La musique parlait de compassion, de solitude et de voile levé sur le crime et le chagrin. Ainsi s'achève le récit de la mariée sous le voile noir. Si, en le racontant, je me suis parfois laissé aller à la réflexion, c'est parce que je crois que ces aventures ne sont pas de simples catalogues de déductions, mais des chroniques des passions et des fragilités qui animent l'humanité. Holmes peut percer le voile par sa raison, mais ce sont les cœurs qui palpitent derrière lui qui rendent cette histoire digne d'être racontée.